les mercredis, nous parlons de la diaspora. Et ce matin, nous avons choisi un angle tout particulier. Partir du pays face à un certain nombre de difficultés et d'obstacles, est-ce la solution? Partir du pays, est-ce que cela peut constituer une solution? C'est la problématique de ce matin. Naturellement, Claudia nous retrouvera tout à l'heure pour une balade informationnelle. On vous livrera également, comme cela se doit, la dénonciation de ce mercredi matin, ce fait de société qui vous énerve. Mesdames et messieurs, vous qui êtes connectés, connectez-vous au canal 6, mais également au canal 508, sur Canal Plus International. Vous serez donc à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Et on accueille ses amis et ses frères qui nous accompagnent tous les jours, tous les matins. Bertrand Tchoinkan, bonjour. Bonjour également à toi, parfait ici. Bonjour à l'endroit des téléspectateurs d'Info Télévision, notamment les Kidam, Rastaquer et Tantampion qui nous regardent. Bonjour aux co-discutants. Bonjour à l'endroit de ceux qui nous gèrent de façon assez villageoise et kafkaïenne. Notre pays est pris en otage par une bande de copains et de coquins, comme j'ai l'habitude de le dire, qui, au lieu de servir, ont décidé d'asservir et de se faire servir. Ils ont fait de notre pays une poudrière. Notre pays est devenu un lambeau. Nous sommes une voie en voie, un cachot du désespoir, peut-être une ritournelle du désespoir. Je voudrais aujourd'hui faire comprendre aux téléspectateurs que le Cameroun est en pleine construction. Je voudrais aborder la casquette d'Aimé Césaire dans Cahier d'un retour au pays natal. Être la voix des sans-voix, l'espoir de ceux qui sont dans le cachot du désespoir. Féliciter aussi le professeur Maurice Kamto parce que il a donné du travail aux Camerounais. Aujourd'hui, toutes les réunions de crise que nous avons au Cameroun, le professeur Maurice Kamto, c'est l'ennemi numéro 1 de notre pays. Il n'a rien fait du tout. Grâce à lui, on a eu Bakassi. Il n'a rien volé du tout. C'est pas lui qui a fait en sorte que Bertrand Tchoinkan ne puisse pas se laver. C'est pas à cause du professeur Maurice Kamto que ma télévision aujourd'hui est chez le réparateur parce que j'ai constamment des baisses d'électricité dans mon quartier, baisse d'énergie régulièrement. C'est pas le professeur Maurice Kamto. Et ce n'est non plus le professeur Maurice Kamto qui a fait en sorte que même la compagnie aérienne que nous avions à l'époque de M. Amadou Aïdjo, qu'on appelait Camer, aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi, ça n'a plus de nom. C'est pas lui. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de détester un individu, ça ne sert à rien de lui jeter des pots de banane. Certains font des réunions de crise. Voilà l'ennemi commun. Pendant que certains sont là dans la misère, j'ai vu une petite fille tout à l'heure qui vendait la canne à sucre alors qu'elle n'a que 8 ans. Elle aurait pu passer ses vacances. Les gens sont en mokolo, master 2, licence, la bourgeoisie inutile. On a des routes, on n'a pas de routes. On a des ponts, on n'a pas de ponts. Malheureusement, notre pays est à reconstruire. Et pour reconstruire notre pays, il faudrait que ceux qui nous gèrent actuellement aillent se reposer. Ce n'est pas une fatalité. Très bien. Merci Bertrand Tchoinkan d'être là ce matin. Nous allons accueillir Bernard Owena. Lui, il est journaliste DP de l'hebdomadaire La Vitrine, mais également homme politique. Il assume, il est du RDPC. Bernard Owena, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à ton panel déjà installé. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais ce matin dire un bonjour tout particulier à tous ces clowns et à tous ces guignols qui ont envahi les camps toute la semaine dernière. Comment ça? Vous n'avez pas vu toutes ces personnes-là qui sortaient je ne sais de quelle planète, qui ont investi les camps pour aller déposer vous les appelez des clowns? Oui, c'est des clowns, c'est des comédiens. C'était de la théâtralisation là-bas. Comment ça, les comédiens? Je vais vous dire, les gens veulent diriger le pays. Non, ils ont dévalorisé même ce poste. J'ai un ami journaliste en Algérie qui m'a appelé pour me demander est-ce que vraiment le pays ici est sérieux? Parce que voyez-vous, même les camps devaient véritablement aussi s'imposer pour que les gens respectent au moins la norme ou la conformité. Comment un Camerounais de 31 ans peut aller déposer un dossier de candidature à l'élection présidentielle à Elecam et on accepte ce dossier? Il y a eu même 26 ans. Hein? Sachant qu'il faut avoir au moins 36 ans. Voilà. Donc je voudrais dire que Elecam même m'a embarrassé, m'a gêné de savoir qu'une institution comme celle-là qui doit être sérieuse et rigoureuse a prêté le flanc à une comédie, à une mauvaise théâtralisation qui a déshonoré notre pays. Entre-temps, quand même, quand vous allez déposer un dossier, vous avez 31 ans, vous avez 26 ans, est-ce qu'on ne devrait pas quand même vous arrêter? En temps normal, parfait, ici, ça veut dire qu'un Tchadien, un Centrafricain, un Malien pouvait aller à on allait d'abord prendre son dossier. On allait mettre son nom sur la liste. Sur la liste, on a dit qu'il y a déjà 90 candidats. Vraiment, ce n'est pas sérieux. Il y a même l'autre qui a dit, j'ai faim, je n'ai pas d'argent.
Les dames Tout cela, c'est ce que j'appelle... Vous pensez qu'il y a quand même une certaine légèreté du côté de l'ECAM quant au traitement de ces dépôts de candidature? Je voudrais dire que l'ECAM, honnêtement, de façon sérieuse et rigoureuse, l'ECAM aurait dû d'abord mettre des garde-fous pour ne recevoir que des candidatures qui semblent ou qui seraient plus ou moins acceptables. Parce que je vous dis que pour déposer un dossier de candidature à l'élection présidentielle au Cameroun, il y a quand même des conditions qui sont définies et qui sont entre-temps même, quand quelqu'un va à l'ECAM, il n'a pas les 30 millions demandés. Est-ce que l'ECAM doit enregistrer sa candidature? En temps normal même, parfait, ici, on peut me laisser le côté financier. Comment on laisse le côté financier? Disons même que c'est le dernier piège. Disons que c'est le dernier piège. Mais parlons des papiers là, des simples papiers, c'est-à-dire que on est dans l'âge. C'est-à-dire que pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, il faut être de nationalité camerounaise, 2, avoir l'âge compris entre... Donc quand quelqu'un ne répond même pas déjà à ces deux premières conditions-là, quelqu'un a 26 ans, quelqu'un a 31 ans, il vous dépose un dossier de candidature. Et vous mettez son nom sur la liste. Son nom sur la liste. Il a même faim, il n'a pas d'argent. Il y a 70 candidatures. J'ai vu des gens qui, véritablement, tu te demandais s'ils sortaient du champ. Il en avait qui étaient tellement mal rasés, mal habillés. C'était très compliqué à regarder la télé ces derniers jours. Et quand on disait que ces gens voulaient nous gouverner, voulaient nous diriger, moi j'ai commencé, je vous dis, ma petite fille de 7 ans, regardez le journal de 20h30 il y a 3 jours avec moi, m'a demandé papa, le monsieur si aussi veut être président. C'était pas beau tout ça là. Donc je voulais dire bonjour à tous ces clowns là et à tous ces guignols qui nous ont amusés toute la semaine dernière. Mais je sors en disant particulièrement bonjour ce matin à 2 ministres de la République, dont le professeur Jacques Kamdongo et le ministre René Emmanuel Serdi. Et pourquoi? C'est des gens sérieux, c'est des gens bien. Leurs enfants ont été nommés préfets hier. D'accord. On en reparle tout à l'heure. Au quartier, là, à la cour. On en reparle tout à l'heure. Disons quand même pour revenir au dépôt des candidatures, nous lançons un petit message à l'ECAM. La République n'est pas la République. Non, pas du tout. Voilà. Ça nous a énervés. Ça nous a fâchés. N'est pas la rue. Vraiment. Il faut rappeler à l'ECAM que République en latin revient, c'est République veut dire la chose publique. Tout à fait. On a dû tendre le coup au roi en France parce qu'il avait confondu la chose publique à la chose privée. Jean-Jacques Rousseau, qui était exilé en Angleterre, est revenu en France, il a mis sur pied le contrat social. Au ministre veut dire servir, pas se faire servir. République veut dire la chose publique. Alors, l'ECAM doit comprendre que la République, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la plus haute fonction de la République. Être président de la République. Oui. C'est sérieux. Moi, je me dis même que c'est une façon de d'éterniser l'image du pays, de montrer qu'on a banalisé. Oui. Quand on avait la caution de 5 millions, ici, il y avait autant de candidats. Non. On allait jusqu'à 30 millions. Pas du tout. On a des chiens, on a des chats, des cafards. N'importe qui va être dans la République. En 2011, on avait 52 candidats. En 2018, on avait 29 candidats. Et en 2025, on se retrouve à près de 100 candidats. C'est une exclusivité planétaire. Hein? Oui, merci. On entre dans Alain Dou est également parmi nous ce matin, comme d'habitude d'ailleurs. C'est notre invité permanent. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être sur le plateau d'Espace Miné pour ce mercredi Diaspora. Je salue de même comme ça les co-intervenants à ce programme et tous les petits magiciens de l'ombre qui permettent qu'on soit comme ça reçu à travers le monde. Je salue de même toute la grande communauté d'Info TV et spécialement du programme Espace Miné dans le Grand Septentrion. Le Grand Septentrion, nos frères du Nord. Voilà. Oh, j'aime bien nos frères du Nord et nos sœurs du Nord. Malheureusement, je le dis à la télévision, je n'ai jamais fait un tour au Grand Nord. C'est quand même regrettable. J'ai fait presque le tour du Cameroun en ce qui concerne les régions, mais je ne suis jamais allé du côté du Grand Nord. Gaoundéré, Garoua, Maroua. Plus tard. Ce sont des personnes accueillantes. Thierry peut t'inviter ces jours-ci là-bas. Non, ce sont des personnes hospitalières. Hein. Permettez-moi d'accueillir mon consultant, Pierre Blérion-Yemek, est parmi nous ce matin. Il reste le dit, fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe, alias Kastou. Bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Je voudrais vous suggérer quelque chose. Oui. Vous savez que vous êtes un modérateur qu'on ne fait qu'apprécier et apprécier. Que vos panélistes déclinent souvent leur identité. Ah bon? Cela nous évite beaucoup de choses. Quelqu'un cache son identité. Alain Douk est invité permanent. Ça, tout le monde le sait. Je suis consultant.
Bernard Oona est membre du RDPC. Il assume. Et bon, on le voit souvent charrier les militants. C'est un membre tout particulier. Voilà, que Bertrand Tchekam soit présenté exactement pour ce qu'il est, membre du MRC. Ah bon? On ne le chassera pas. Vous voulez que je me présente? Non, vraiment, je suis journaliste, spécialiste en sciences dures. Oui. J'exerce dans une radio publique de la place, que je vais taire le nom, parce que quand je le dis ici, par rapport à notre ligne éditoriale, Bertrand Tchenkam est ici en tant que Bertrand Tchenkam. Tout à fait. De l'autre côté, on me donnerait des coups de poing. Bernard Oona, et je suis de ce côté depuis 15 années aujourd'hui. Prince, dans mon village, notable à Yaoundé, je ne suis pas dans un parti politique. Mais vous soutenez M. Kamto. Je ne supporte pas M. Kamto. Je constate juste que les Camerounais broussent leurs dents avec M. Kamto. Il y en a même, j'ai l'impression qu'il a envoûté toute la nation. À peine mis sa candidature, les gens ont raté des occasions de cette ère. Pourquoi il n'était pas candidat? Pourquoi il n'est pas là à l'élection de 2020? Et subitement, maintenant qu'il va à l'élection, ça vous c'est mon heure de gloire, n'est-ce pas? C'est mon heure de gloire. Alors, restituez les faits. Est-ce que c'est je suggérais au modérateur de nous présenter suivant nos casquettes. Bertrand Tchekam. Pourquoi nous serons au même niveau? Au même niveau de membre titulaire. Je n'aime même pas la carte. MRC. Donc, de leur parti. quand je l'ai dit, je souhaite à tous nos téléspectateurs un bon mercredi diaspora. Vous allez garder le microphone à Pierre Blériot. Cette fois-ci, comme d'habitude, vous allez nous donner la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin, quand vous allez dans les tribunaux, elle est écrite d'une certaine manière. Je l'ai reprise à la mienne. Ne te presse pas d'accuser. Faudrait mieux te tromper en pensant du bien que de condamner par erreur. On peut reprendre. Ne te presse pas d'accuser. Vaudrait mieux te tromper en pensant du bien que de condamner par erreur. Ça veut dire quoi? Parfait, dans un monde où le jugement est souvent plus rapide que la réflexion, prenons le temps. Il vaut parfois mieux se tromper en pensant que quelqu'un est bon que de briser une vie par un faux verdict. Ça, c'est une sagesse qui concerne pour moi particulièrement les juges. Oui, mais c'est écrit. Vaudrait mieux laisser partir un criminel que de 1000 criminels que de condamner un innocent. Oui, et ils le disent d'une certaine manière. Donc, dans beaucoup de jugements que nous avons parfaits ici, nous commettons des erreurs. Et une fois que l'erreur est commise, vous savez la réparer. Moi, la sagesse m'est venue d'une situation, j'étais avec un ami, oui. Et j'avais une montre de valeur que j'ai déposée. Nous avons passé une belle soirée. Après, il est parti. Je ne retrouvais plus la montre. Oh là. J'ai commencé à chercher. Un cœur me dit, appelle-le. Un autre me dit, non, il va pas bien. Ça va pas être bien. Je dis, mais attends, en général, on croit avoir perdu des choses qu'on ne retrouve pas pour le moment. Je suis resté tout calme. Et quelques minutes après, j'ai vu la montre qui était sous un guéridon. Je dis, mais attends. Oh, vous l'avez peut-être soupçonné. Alors, oui, mon esprit l'avait soupçonné. Et si je l'avais appelé, il aurait compris l'idée du soupçon. Naturellement. Et si même j'étais allé plus loin, parce qu'il y en a qui vont plus loin, ils t'appellent, ils te disent, viens me remettre ma montre. Non, je ne vais pas les prendre. Vraiment, j'étais bien reçu et tout. C'est comme ça, tu dois me remercier. Alors, vous voyez, ce que vous avez brisé là, vous ne pourrez plus jamais le réparer. Vaudrait mieux donc vous tromper que de vous précipiter à condamner. Il y a une erreur de jugement en logique qu'on appelle post hoc ergo propter hoc. Il était là, donc c'est lui. Non, ça nous arrive très souvent. Alain Douk est passé ici, j'avais mon téléphone. Il n'y a pas de lien. Parce que les événements qui ont pu précéder le passage d'Alain Douk, qui ont pu succéder au passage d'Alain Douk, votre capacité à classer les événements, parce que nous sommes souvent aussi victimes de ce qu'on appelle en psychologie la paramnésie. Vous croyez avoir vu quelque chose quelque part alors que vous ne l'avez pas vu là. Il y a les illusions de nos sens. Voilà. Et vous affirmez que Bernard Oona a pris votre téléphone. Après, vous vous rendez compte que vous n'êtes même pas sorti le matin avec votre téléphone. Parce que vous avez vu votre femme danser avec le voisin, vous pouvez en déduire que votre femme sort avec le voisin. Bon, maintenant, quand vous êtes aussi dans quelle condition? Il y a aussi des non, il y a aussi des malades parano. Hein. Il y a des gens qui voient le mal partout. On ne parle pas d'eux, mais on parle des hommes normaux qui, quelquefois,
par précipitation, émettre des jugements et des condamnations. Très bien. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qu'on retrouve nombreux ce mercredi Diaspora. C'est un plaisir. Tu n'apprécies pas mon costume? Orange Money. Voilà. Tu n'apprécies pas le costume Orange Money. J'espère qu'il y a un peu d'argent à l'intérieur. Claudia. Parce que ça brille trop ce matin. Avec la cravate encore. Non, c'est assorti. Un jour, je mets le costume, quelqu'un me balance sur les réseaux sociaux, il dit, c'est le monsieur qu'on appelle Orange Money. Claudia, comment a été la nuit? La nuit s'est très bien passée. Parfait, ici, ces costumes. Franchement, ça fait beaucoup. Hein? Je donne du travail à mes Tu amis fais ça sur Facebook. Tu fais ça J'ai dit à mes amis sur Facebook que ça se joue au sol. Ouais, ok. On va voir qui va s'essouffler. Donc, Antoine te défie, tu ne fais pas. Il dit qu'on va voir qui va s'essouffler. Aujourd'hui encore, il faut parler de ce costume. Orange Money. Voilà. Cette fois-ci, là, on aura... Si tu as des problèmes de retraite, tu viens appuyer. Claudia. La concentration. Claudia, c'est bon? On peut y aller? Oui, on peut y aller. Que disent les journaux? Parfait ici, à la une des informations parues en kiosque ce jour, tournée de prise de contact du chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, le professeur Laurent-Serge Etundingwa, s'est rendu dans le Fond 17. Allons sensibiliser véritablement dans le Fond 17, s'est-il exprimé. Pour le nouveau patron politique, cette stratégie permettra d'avoir les bons chiffres en faveur du candidat Paul Biya à la présidentielle du 12 octobre prochain. Le tri hebdomadaire La Météo fait un compte rendu complet. En page 3, au bas une de ce journal, Dieudonné Mbengue s'intéresse à la médecine traditionnelle et nous informe que la coopération sanitaire Cameroun-Chine est confortée. Visite de travail du professeur Laurent-Serge Etundingwa dans le Fundi 2. Le quotidien Info Matin nous donne les échos. Parmi les recommandations, le chef de la délégation permanente départementale du comité central RDPC a rappelé à ses camarades que le travail en synergie et amour dans le Fundi 2 conduiront à la victoire. Bourse d'excellence académique d'Ayos 2025, Paul Ndongo Bikoy soutient les nouveaux bacheliers en page 4. Dans sa parution du jour, l'Indépendant présente un visage, chapeau de cow-boy sur la tête. Pour la Tangandi, le ministre de l'administration territoriale est un shérif inflexible, peut-on lire de la page 6 à 7. Armée et territoriale, le verrou présidentiel. Le quotidien Mutation nous explique que dans un contexte concurrentiel et d'incertitude, l'élection présidentielle du 12 octobre prochain sera le véritable premier test des officiers supérieurs, des commandants territoriaux, des préfets et sous-préfets nouvellement nommés par le chef de l'État. Le quotidien à Capitaux Publics Cameroun Tribune place un mot sur l'administration territoriale. Quelques mouvements observés dont la préfectorale. De la page 3 à 6, Marie-Claire Nana dévoile les 3 décrets portant nomination de nouveaux préfets, sous-préfets et d'un secrétaire général des services du gouverneur. Le jour parle du Cameroun, 2 points, l'heure du sursaut. Lire en page 5, la deuxième écriture
tribune du collectif d'intellectuels patriotes SIPACAM. D'après le messager, pour ces intellectuels et leaders d'opinion, le 8e mandat de l'homme du 6 novembre 82 dépasse la provocation. C'est un acte tragique d'un régime sclérosé qui préfère paralyser le pays dans une impasse historique. Candidature de Paul Biya, trop c'est trop. Je clôture la tournée en kiosque avec l'économie quotidien. Ici, on parle d'investissement privé. Le journal présente les nouvelles conditions pour bénéficier des exonérations fiscales. À ce sujet, le tabloïd nous fait savoir que le président Paul Biya a signé le 18 juillet 2025, une ordonnance modifiant le dispositif relatif aux incitations à l'investissement au Cameroun. Apprend-on parfait à ici. Merci Claudia pour ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Nous serons également de tout cœur ce matin avec la famille Alinda, 23 juillet 2011, 23 juillet 2025. Cela fait exactement 14 ans que M. Mesanga, Alinda Marcel, dit à Labadjo, quittait ce monde. Ses enfants prient donc ceux qui l'ont connu d'avoir une pensée pour le repos éternel de son âme. Que l'âme donc de M. Mesanga, Alinda Marcel, dit à Labadjo, repose en paix. Lorsque nous avons dit cela, nous allons quand même repasser la parole à Alain Douk. Alain Douk, le président de la République, a nommé certains responsables. Hier, au niveau de la préfectorale, on a nommé certains préfets, mais également bon nombre de sous-préfets au niveau de la République. Mais une polémique est née. Certains estiment que des enfants, des fils de certains pontes du régime ont été nommés. Est-ce que c'est un péché qu'un enfant d'un ponte du régime soit nommé à un poste de responsabilité en République? Vous savez, pour ce genre de questions, il y a quelque chose de très délicat. C'est-à-dire que en soi, ce n'est pas un problème, notamment s'ils ont mérité d'y être. Il y a un concours qui permet justement d'avoir accès à l'école qui forme ces administrateurs publics. Mais alors, on sait comment l'accès à cette école se fait. Dans un contexte de corruption. Ah, on ne peut pas le démontrer. Hein? On peut même aisément le démontrer. Tu veux que je remette sur la table un certain nombre de scandales que nous avons observés là autour des concours liés à cette école-là, l'INAM. Les procès se sont tenus? Non, mais attendez, c'est l'école de la puissance. Les procès contre qui? Hein? Puisque c'est là aussi là-bas où on forme ceux qui doivent assumer la magistrature par la suite. Vous pensez que c'est facile de faire le poids avec ce type d'école où il y a tout ce concentré du pouvoir, hein? Et où en réalité les grands enjeux de pouvoir, de projection futurologiste se font par rapport à ceux qui sont les personnalités les plus influentes dans le sérail? C'est là-bas, c'est l'école de l'emprise, c'est l'école de voilà du soubassement du pouvoir, c'est l'école en réalité qui permet de démontrer qu'on a le pouvoir et qu'on le tient. C'est l'école de la reproduction du pouvoir, quasi atavique. Donc c'est en fait ce qui est en train de se reproduire. C'est-à-dire qu'on a une caste de personnes qui finalement détiennent les rênes du pouvoir et la reproduisent à leur guise, au travers d'une reproduction quasi atavique au travers de leurs enfants, qui après eux devront rester là et continuer de gouverner la masse. C'est peut-être ça qu'on pourrait interpeller, c'est peut-être ça qu'on pourrait questionner, c'est peut-être ça qu'on pourrait fustiger. Mais est-ce que si tout était fait dans une logique et une dynamique de probité, de clarté, de méritocratie, est-ce qu'on devrait la remettre en question qu'un fils d'une ponte du régime se retrouve dans l'école? Non. Je pense qu'en soi, s'ils ont mérité, ils devraient être là-bas. Mais au regard du contexte, des réalités de notre écosystème de gouvernance et tout, non, on est en droit quand même de poser sur la table cette problématique. Il n'y a pas que leurs enfants, on n'est pas là ad vitam aeternam pour les servir, c'est un peu ça.
Bertrand Tchenkam, Oui. ce n'est pas la première fois que nous avons Oui, affaire. oui, oui, à oui. C'est comme si on n'attend même pas la question. Oui, Bertrand, attends d'abord la question. Attends la question. Dans un débat, vous attendez que le modérateur vous pose une question. Je sais. Maintenant, vous répondez. Parce que vous voulez... Il bouillonne. Si tu t'arrêtes là, maintenant, il va répondre. Vous savez, je tiens aussi les débats depuis Mathusalem. Je connais la règle. Alors, Bertrand se calme. Voici donc la question. Voilà. Depuis très longtemps, nous avons ce genre de débats au Cameroun. On fait des procès à certains fils des barons du régime parce qu'ils ont été nommés à tel poste de responsabilité. D'autres ont eu accès à tel concours administratif. Alors, est-ce que c'est interdit qu'un fils d'un ministre, d'un DG puisse accéder à un poste de responsabilité? Non, ce n'est pas interdit. Mais c'est juste que nous sommes dans un pays où les salles de cinéma ont été fermées. C'est un cinéma de trop. Ce qui dérange au Cameroun, c'est que quand tu es fils de paysan, tu vas être paysan. C'est-à-dire, avec le régime du renouveau, on a compris que la pauvreté est héréditaire. La richesse est héréditaire. Notre pays est pris en otage. Prenons le cas de l'ENAM. C'est difficile, par exemple, de voir la maman qui vend les tomates et retrouver son enfant à l'ENAM. Il y aura peut-être comme ça des cas exceptionnels. On se souvient d'un cinéma où quelqu'un a eu le concours l'ENAM. On a tout fait pour le chasser. Tu as fait comment pour être ici? Erreur informatique. C'est-à-dire quelqu'un a réussi au Vous avez la preuve de ce que vous dites? Je suis en train de vous dire, chers amis, je crois que nous sommes la même génération. Ça fait 15 ans que je suis dans la presse. Je crois que c'était une histoire, ça fait peut-être 2-3 ans. Le président avait dit qu'on doit taire le débat. Il y a un individu, que j'oublie le nom, qui avait réussi au concours l'ENAM. On nous a dit que c'était une erreur informatique. Il avait échoué en réalité alors qu'il avait réussi. Erreur informatique, le président de la République, pour arrêter d'enseigner, il a demandé qu'on prenne tout le monde. Ça s'était passé aussi à l'IREC. Il y a eu des difficultés. Alors, si vous êtes déjà médiocre, vous choisissez encore vos enfants qui sont médiocres pour vous remplacer. On va se retrouver où? Ça devient un peu, on est dans une monarchie, il n'y a plus de démocratie. Je prends la fille et le fils de M. Tantampion qui sont à l'ENAM, que vous connaissez bien, parce que c'est vous qui mettez les noms. Alors, on a fait comme ça que M. Tantampion, sa fille a eu le concours de l'ENAM, son fils aussi a eu le concours de l'ENAM. Curieusement, on ne les a jamais vus à l'école. La fille se pavane de l'autre côté, elle fait ce qu'elle veut, le fils il est de l'autre côté. Mais comment est-ce que c'est... Est-ce que vous répondez à ma question? Je suis en train de répondre à votre question. Je suis en train de dire que... Est-ce que c'est un péché de voir le fils ça ne devrait pas être un péché. Avoir un poste de responsabilité? Ça ne devrait pas être un péché au moment où on parle de chance pour tous. Si c'était le mérite, oui. Si c'est le mérite, oui. Alors, et qu'est-ce que vous dites que ceux qui ont été nommés hier ne méritent pas? Je n'ai pas dit qu'ils ne méritent pas. Je constate juste avec amertume que... Puisque j'ai constaté, Bertrand, qu'on les a jetés à la vindicte populaire. Oui, on les a jetés à la vindicte populaire. Voilà pourquoi je pose le débat ce matin. Oui, on dit que lorsque le peuple parle, c'est Dieu qui a parlé. J'avais dit l'autre jour qu'à la SNH, par exemple, il y a un monsieur qui est là depuis Mathusalem. Il est le seul à gérer la SNH depuis Mathusalem. La loi dit que tu dois être là 3 ans fois 3, ça fait 9. Il n'y a que le monsieur la SNH? C'est un exemple. Il a même dit, je suis fatigué, sa femme a pris le relais. Donc, vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Je n'ai pas dit que j'ai des preuves. Voilà. Je suis en train de dire si vous dites donc des choses aussi graves, et vous n'avez aucune preuve, il y a un problème. On est juste en train de constater que la loi est due, mais on ne respecte pas la loi. Quand les gens perdus à des postes de responsabilité mettent leurs femmes, leurs copines, leurs cousines, toute leur famille, au détriment des pauvres qui sont allés à l'école, vous et moi, nous avons fait des longues études, non? Qu'est-ce qui peut expliquer que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le seul pays sur la planète Terre, quand Thierry a démissionné, on a dit que non, il est par intérim au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Donc il était le seul à pouvoir gérer les 2 postes lui à seul. Donc il n'y avait pas d'autres membres du RDPC qui pouvaient gérer ce poste en attendant. Il y a un problème. Très bien. Il n'y a que des médiocres. Alors maintenant, les chefs traditionnels, le président de l'Assemblée nationale, il a été chef de premier degré, non? Oui. Bon, s'il avait mérité, pourquoi est-ce que même là-bas, il y a eu quand même des petits bruits? Si vraiment il avait mérité, on a même dit que même avoir mis cette chefferie au niveau de premier degré, ça a dérangé les gens. C'est-à-dire tu es chef, mais ta propre communauté te dit non, nous refusons cette chefferie, ça ne donne pas. Nous voudrons un Cameroun où quelqu'un qui vend la tomate au quartier pour voir son enfant aller à l'ENAM, ça ne dérange personne. Il y a des cas exceptionnels, mais nous voudrons que ça soit... Parce que quand tu n'as pas mérité... On va chuter Bertrand. Moi, par exemple, je n'avais pas voulu être journaliste. Hein. On m'a coopté, on a dit tu es intelligent, tu mérites. C'est pour dire que quand tu mérites, ça ne force pas. Et parfois, certains peuvent penser que nous sommes ici, on fait de la diarrhée verbale, le rentemplant, parce que souvent, on ne misère pas. C'est parce qu'on a mérité, on a fait la bonne école. Je voudrais que les Camerounais méritent leur poste. C'est parce que les gens ne méritent pas leur poste. Regardez par exemple celui qui a été choisi comme super maire à Yaoundé.
Prenez 100 Camerounais, vous demandez le nom du supermaire de Yaoundé, à peine 5 vous donneront son nom. Ah, on n'a pas besoin de connaître son nom. Hein. On a besoin de les connaître. résultats. On a besoin de C'est pas une star de cinéma. Son résultat même est tellement médiocre. Bon, là, c'est un autre débat. Ça n'a rien à voir avec... On doit même le connaître. Quand vous travaillez, on vous connaît. C'est compris, c'est compris, c'est compris. On ne le va passer la parole à... Pierre Blériot-Onyemec. Pierre Blériot-Onyemec, si nous continuons sur cette lancée-là, où nous faisons ce que j'appelle ici la chasse au fils de ceux qui gèrent le pays, est-ce qu'on n'arriverait pas aussi à une autre forme d'injustice? C'est-à-dire parce que tu es fils d'eux, même si tu mérites, si on met ton nom, on va dire non, il a réussi parce que c'est le fils de Famendongo. Il a réussi parce que c'est le fils de Luc Magloire. Il a réussi parce que c'est le fils de Louis-Paul. Il a réussi parce que c'est le fils d'Edgar Alain, ainsi de suite. Alors, qui a dit, Pierre Blériot, que lorsque ta mère vend la tomate, ses fils sont intelligents? C'était avant. Si ta mère vend la tomate aujourd'hui, tu as de la peine à accéder aux documents et beaucoup de choses. C'est un problème d'inculture dans ce domaine-là. Dans le cadre des états généraux de l'éducation, vous savez, l'une des choses que les professeurs d'université, de lycée avaient demandé? Non. 2 choses. Que leurs enfants soient priorisés dans les établissements publics et que leurs enfants soient priorisés à l'école normale. Incroyable. Ce n'est pas incroyable. Dans l'armée camerounaise, il y a des dispositions, que ce soit dans l'armée ou la police, des dispositions qui font que on priorise, entre guillemets, les enfants de ceux qui sont dans le corps. Chaque société, ce n'est pas qu'au Cameroun. J'en viens, parce qu'il faut d'abord que les gens sachent. Alors, si même nos dirigeants, là, écoutez bien, si nos ministres et autres avaient suffisamment d'enfants intelligents, nous aurions beaucoup de sous-préfets et préfets, enfants de ministres. C'est parce qu'ils n'ont même pas d'enfants intelligents. C'est-à-dire qu'ils supplient leurs enfants que prends seulement le bac. Mon fils, prends le bac, je te mets à l'ENAM. Prends le bac. L'enfant n'arrive pas à prendre le bac. C'est ça. Si les gars là réussissaient à prendre le bac, vous n'alliez plus compter. Donc, vraiment, nous les pauvres ne dérangeons pas. Il y a que ce qu'on appelle la reproduction sociale doit être encadrée. Vous n'allez pas me dire... Nous sommes là chez Bourdieu. Voilà. Parfait Haïti est journaliste. Parfait Haïti, quand ton fils, qui vient d'avoir brillamment à 17 ans un bac, quand il va aller compétir à l'ESTIC, qu'est-ce que tu vas souhaiter? Ah, qu'il réussisse. Et dans le contexte camerounais, si on prend une disposition qui fait que les fils des grands journalistes puissent être pris à l'ESTIC, ce serait une grosse injustice. C'est pas moi qui ai pris la décision. Non, je demande pas à toi, est-ce que ce serait une trop grosse injustice? Non, les questions, c'est moi qui les pose. Très bien. Donc, moi, je veux pas qu'on se mette... Son fils va réussir forcément parce qu'il a été journaliste. Non, il doit travailler, non? Non, on ne se comprend pas. On imagine dans toutes les sociétés qu'il y a une sorte de transmission séminale de certaines choses. Donc, moi, je ne vois pas en cela un problème. Sur le nombre de préfets qu'on a au Cameroun, on a combien d'enfants de ministres qui sont préfets? Ils ne font pas 5. Hein? Ils ne font pas 5. Pas du tout. Alors, donc, il faut qu'on ait 0 d'enfants ministres préfets. Là, c'est bien gouverné. Moi, j'ai un problème. Oui, dis ton problème. J'ai un problème, Blériot, parce que les profils sont divers pour tous ces ministres de la République que nous avons. Nous avons même des enseignants. Il faut le reconnaître. Mais combien veulent parmi ces gens que leurs enfants soient par exemple enseignants? Personne. On veut cette école élitiste de reproduction atavique du pouvoir. Est-ce que vous avez saisi vous avez saisi ma problématique? Je dis vous avez 53. Non, je dis parce que la problématique telle qu'elle est posée, c'est on est ministre, donc si le contexte social permet qu'on puisse Alain Doug, rends-moi ma parole. Ayant été ministre, permettre que notre enfant se retrouve dans cette école, ce serait donc le pourra la corruption. Voilà. Moi, je dis ils ont des profils divers. Il y a des enseignants. Combien se battent pour que leurs enfants soient des enseignants? Ils veulent cette école de reproduction du pouvoir et des privilèges.
En fait, c'est de ça On vous a compris, Alain Douk, on remet la parole à Blériot. Et que les enfants soient enseignants. On vous a compris. Alors, vous allez chuter. Je chute en disant que j'ai suivi de la bouche du professeur Baebek qu'il y avait une disposition pour que les fils des médecins accèdent plus facilement à la faculté de médecine et sciences biomédicales. Vous comprenez? Moi, je veux rester juste. S'il y a dans les corps de telles dispositions, attendez, vous savez, l'un des fils du général Mpaye, colonel aujourd'hui, je vous dis pour la petite histoire, le général Mpaye ne voulait pas que son fils entre dans l'armée. Il ne le voulait pas. Cet enfant est allé faire dans le dos de son père le concours de l'EMIA, il a eu. Donc, je veux dire que ne condamnons pas d'office. Et la chance, et je reviens à mon propos de départ, que nous avons au Cameroun, c'est que la plupart de nos grands ministres DG, leurs enfants sont un peu toc-toc. Donc, ils ne... Oui, donc là... Non, ce n'est pas excessif. Sinon, les gars allaient prendre tous les postes. Parce que je dis, ils supplient, j'ai été enseignant, ils supplient leurs enfants de leur ramener le bac. Ne fût-ce que le bac. Bernard, on n'a pas... Donc, j'ai enseigné 12 ans dans le sud. On vous dit qu'on a envoyé l'enfant, on l'a enlevé de Yaoundé pour qu'il vienne à Ebolo, va chercher seulement le bac. Il y en a 2 qui avaient eu finalement le bac. Je peux même vous... Non, on ne citera pas les noms. On dit pardon, prends seulement le bac. Le bac, l'enfant ici. L'enfant a eu le bac à 33 ans. Il a un grand poste. Prends seulement le bac. Il a fini par prendre le bac. Merci beaucoup. Alors, Bernard Ona, nous posons un problème sérieux sur cette table. Quel est votre regard? Même si vous avez commencé à envoyer un regard là, en début d'émission, est-ce qu'on devrait faire un effort de recaler tous les fils des pontes du régime? Non, les enfants des ministres et autres pontes du régime ont droit à ces privilèges-là, comme tous les autres Camerounais. Ce n'est pas un péché d'être le fils de M. Famundongo ou de René Emmanuel Sadi. Mais je vais vous dire quelque chose. J'avais appris ça, je le dis toujours ici, que je côtoyais beaucoup l'ancien DCC, l'ancien ministre Belingue Boutou, de regretter mémoire. Oui, c'était quelqu'un qui avait sa stratégie de travail sur le plan du renseignement. Et il vous invitait, quand vous causiez, il prenait vraiment au sérieux ce que vous lui disiez. Parce que, parfois ici, nous qui fréquentons le bas peuple, nous qui fréquentons les bars, là où les gens sont assis, et ils disent vraiment ce qu'ils ressentent. Et ils se lamentent. Bon, alors, le ministre, quand il y a un texte comme celui d'hier, là, il te demande qu'on dit quoi là-bas dehors. Tu lui dis que, Excellence, vous avez fait fort. Il dit comment ça? Je lui dis que ce n'est pas bien. Cette affaire-là, ça choque. Ça frustre les gens de savoir que M. René Sadi est ministre au gouvernement de Paul Biya depuis toujours, et que son fils a été nommé préfet en Balmayo hier. Personne n'est contre le fils de Sadi qui a été nommé préfet en Balmayo hier. Mais les gens qui ont d'autres préoccupations demandent, est-ce que c'est possible que... Est-ce que c'est possible comment? Non, le père nous gouverne déjà. Attends d'abord. Le père nous gouverne déjà. Maintenant, le fils aussi vient nous gouverner, vient nous diriger. Une féodalisation du pouvoir. Est-ce que le père et le fils, c'est la même chose? C'est la chrétiennité? On doit bloquer la carrière du fils. On doit bloquer la carrière du fils. Parce que le père est un ministre. Non, je suis en train d'avancer. Le père a eu sa carrière, mais là le fils doit aussi avoir sa carrière. Laissez-moi avancer. Avance. Je voudrais vous dire que je suis pour que les enfants de ces gens aient droit au registre. Je suis pour. Oui, c'est mais normal. il y a une façon de procéder. Ça veut dire quoi? Faites comme Biya lui-même. Comment? C'est-à-dire ne pas mettre Franck Biya au devant de la scène. Non, ça veut dire ne crée pas une cause polémique. Attends d'abord. Oui, dis-nous aussi. Tu me laisses pas. Non, Franck Biya était dans... Il est sorti de quelle école? Il se passe donc que au Congo, Brazzaville par exemple, ça soit nommé son fils ministre. Il se passe qu'à côté, en Guinée équatoriale, Théodora... Si les enfants du couple présidentiel avaient terminé leur formation à l'ENAM, ils seraient... Attends que tu vas voir son terminé. Bon, il se passe donc en distanciel. Non, vous n'allez pas me perturber. Il se passe que vous pouvez placer vos enfants à des postes moins visibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut nommer le fils de Famundongo. On peut te nommer dans l'arrière-pays. Dans une administration centrale. On même. On doit sortir une note.
Non, c'est les fils des ministres ne doivent pas avoir des positions visibles. C'est même une façon élégante de protéger ses enfants. C'est-à-dire que quand quelqu'un sait que voici le fils de René Sadiki, préfet de Bambayo. Bon, pour terminer, je fais une relation avec ce que vous avez vu à la télé, là, quand des supposés jeunes sont allés remettre 40 millions au secrétaire général de la présidence de la République. Vous avez vu de quel jeune il s'agissait. C'était les fils de certaines personnalités. Des classiques. Vous avez vu, ça dit que ça ressemble un peu à ça. Ah, moi, je n'ai pas vu la... les actes de naissance. Il y avait le fils de Ndongo Somba, il y avait le fils de Ndundumu. Est-ce qu'on menait une chasse contre les fils? Non, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que vous êtes chez vous, vous regardez le journal à la télé. Vous voyez quelqu'un, des jeunes gens bien habillés qui portent un gros sac. Dans le sac, il y a 40 millions. Ils disent qu'ils sont venus donner le sac là pour les 40 millions là pour qu'on paye. Nous sommes toujours dans le même sujet? Oui, les fils de. C'est ce qu'il fallait dire ce matin. De toutes les façons, à notre niveau, hein, avec l'accord de Bernard Owona, nous allons souhaiter un bon magistère à tous ceux qui ont été nommés hier, fils de pauvres ou bien fils de riches. Bonne chance dans votre carrière. À tout de suite pour la suite. On remet la parole à Pierre Blérou-Yemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce mercredi. Alors, parfait. Ici, si j'avais causé avec Bernard Owona et autres avant, je leur aurais demandé de se garder de condamner Elekam. Parce que ce matin, je voudrais dénoncer une certaine inculture des Camerounais sur la question électorale. On a tout entendu, les vertes et les pas mûres. On reproche à Elekam d'avoir enregistré des candidatures viciées. C'est-à-dire qu'on cite des éléments tels que la personne n'avait pas l'âge, la personne telle n'avait pas les 30 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, il faut préciser que selon l'organisation et le fonctionnement d'Elekam, la première phase, qui est une phase d'enregistrement des candidatures, n'autorise pas Elekam à sélectionner quoi que ce soit. Vous prenez simplement les candidatures. Je vous prends un cas. J'ai dirigé une instance universitaire. Quand vous arriviez pour déposer votre dossier, pour être enseignant dans... Vous pouvez avoir le BPC, vous venez prétendre enseigner dans une université. Celui qui est là, son rôle, c'est d'enregistrer les dossiers. Il y a une commission d'examen des dossiers. La commission d'enregistrement n'examine pas la conformité et la norme, contrairement à ce que le professeur Biwele a dit. Elle a dit de bonne foi, mais elle s'est trompée. La commission, même si c'est un fou, je vous dis, si Bertrand Tchekam Nepkin, lui, n'est pas fou, et avec cet entampion, était allé déposer la candidature. Deuxième chose, ce n'est pas à Elekam qu'on dépose l'argent. Ce qu'on met dans le dossier, c'est la quittance de versement. Mais qu'elle existe ou pas, à cette étape-là d'enregistrement des candidatures, Elekam ne vérifie pas cela.
il y en a qui ont déposé des chèques et autres. Ce n'est pas le moment de le faire. Il est donc bon, comme nous sommes une télé qui éduque, que les Camerounais soient très bien. Parce que dans les jours qui suivent, quand Elekam va faire la deuxième phase de son travail, il ne faudrait pas que les gens ne comprennent pas ce qui va se passer. Très bien. C'était la dénonciation de ce matin. Merci Blériot. Alain Douk, comme c'est une dénonciation, cela signifie donc qu'on aura des commentaires et des analyses. Et je sais que tu n'attendais que ça. Ah oui. Alors, Blériot a très bien expliqué. Hein. Est-ce que quelqu'un ne va quand même dire il y a un mais? Voilà la question. Bon, est-ce qu'il y en met? Je pense que tel que c'est présenté par Blériot, c'est tout à fait conforme à la réalité. Hein? Moi, je ne suis pas de ceux qui nient les évidences. Je me rends à l'évidence. Vous voyez? Et en plus, regardez un tout petit peu, quand le professeur Biolé Ondoa fait cette sortie comme Bertrand et mon grand frère Bernard sur le plateau pour dire non, vraiment c'est une vraie mascarade de ce nombre, les vœux de candidature, etc. Je tiens quand même à dire que même dans ce candidatage à la candidature, parce qu'on n'est qu'à la phase d'enregistrement, ben, moi je me serais même aussi attendu à retrouver le professeur comme candidate à la candidature. Comment ça? Mais pourquoi pas? Est-ce que vous êtes qu'elle a des ambitions? Elle peut avoir le profil, mais elle n'a pas ses ambitions. Ah, donc elle connaît seulement faire des commentaires. Mais attends, il a intéressé à faire maintenant les commentaires. Alors, qu'est-ce que vous avez? Non, sur le fond. Maintenant, il a intéressé à faire les commentaires. Non, on va venir, c'est la question du nombre. Comment je vais corréler avec la question du nombre. Je tiens quand même à dire que stricto sensu, tous ici, on est près de 30 millions, on est en droit de candidater à cette candidature. Moi, je n'ai pas cette intention. Non, je dis que tu n'as pas cette intention, mais tous les 30 millions ne peuvent même pas candidater. Justement, il y a des critères. Je parle du principe, c'est-à-dire que rien ne devrait faire ça que si vous le vouliez. Il faut d'abord qu'on soit d'accord là-dessus. Et puis, je suis même quelque part, hein, au-delà des explications que Blériot vient clairement de donner, je suis même quelque part content avec cette dynamique, hein, ce message subliminal lié à la désacralisation de ce pouvoir présidentiel-là. Qu'on a trop, hein, on a créé une espèce de culte de la personnalité autour de la fonction présidentielle. Mais Alain Douk, au-delà de tout, est-ce que la fonction présidentielle est une fonction ordinaire? Pour moi, c'est une fonction tout à fait ordinaire. Un président est un homme ordinaire? Ah oui. Ailleurs, pendant que vous ici, vous voulez qu'il roule dans un bolide qui coûte je ne sais pas combien de milliards, ailleurs, c'est une voiture tout à fait banale qui transporte le président de la République. Parfois, des ministres se baladent là en scooter dans la ville. C'est vous qui êtes dans cette divinisation de certaines fonctions. Et ça nous crée problème. Non, justement, quand vous faites ça dans cette dynamique donc, de la divinisation, ils prennent la grosse tête et ne se rendent plus compte qui sont des serviteurs et qui devraient être les derniers parmi tous pour que ce soit nous qui les élevions. Ils ne servent plus et ils se servent. Il faut d'abord que subliminalement vous compreniez que nous sommes en train de faire beaucoup de mal avec la divinisation. Vous avez beaucoup de problèmes à la fois. Non, je sors donc par là parfait. Oui. Pour dire que maintenant laissons donc Elekam dans la deuxième phase se prononcer. Maintenant ceux qui nous ont fait les chèques en blanc là, hein, qui venaient plaisanter, parce que c'était ça, ils n'ont rien, n'ont pas les 30 millions, etc. Ceux qui n'ont pas l'âge, justement, la commission va siéger et on va élaguer tout. Et on aura au finish les vrais candidats conformes. Bertrand Tchouinkam, pour l'instant, Elekam ne fait que son travail, ou alors il y a quand même des choses à redire. Avoir qu'entre 21 candidatures, et comme on a commencé à le relever, Bernard, on a vu des gens bizarres. C'est-à-dire, quand tu le regardes vraiment, tu sens que c'est un Tintin. Est-ce qu'il n'y a pas l'image du pays? Vraiment, de manière très sérieuse, hein? L'image du pays. Parce que moi également, en ma modeste qualité de modérateur, j'ai eu plusieurs coups de fil à travers le monde. Hein? Il y avait une seule question. Parfait, vous êtes toujours sérieux au Cameroun? Parfait, vous êtes toujours sérieux au Cameroun? Vous parlez là de l'élection du chef de l'État ou alors de l'élection de celui qui va toujours contrôler la vente de tomates au marché du Fundi? Non, Elekam est dans son rôle. Hein. Je crois que d'après la loi, Elekam a raison. Mais l'image du Cameroun a été ternie une fois de plus. Moi, j'ai eu des coups de fil de Bruxelles, de Paris, un peu partout. On disait le Cameroun est en lambeaux, c'est vrai. Nous sommes dans un théâtre. Je voudrais dire à Alain Douk que le poste de président de la République, ce n'est pas M. Tantampion, mais M. Tout le monde. Le chef de l'État, c'est ta conception. Ce poste, c'est un poste mystique. C'est toi qui contrôles le lion.
Le totem du Cameroun, c'est le lion. Hein. Ça dit quand tu es à l'aéroport international Yaoundé-Simalène, tu vois bien le lion. C'est toi qui gardes le lion. Et le jour où on t'intronisé, on dit que c'est toi qui es le représentant de la rose au croix, la femme maçonnerie était tous les cercles exotériques qui s'y trouvent. Ah bon, là, je ne sais pas. Hein. Je suis en train de te dire que ta conception. quand tu es président de la République, tu es le président de tous les ordres, tu es le président de tout. Le président, c'est un serviteur. De tous les moi, le président, c'est un serviteur, le premier de tous. Chaque pays a un totem. Non, la France, c'est le coq, on le sait bien. Les États-Unis, c'est carrément... Mais quand vous encore... Je suis en train de vous dire que le président de la République, ce n'est pas monsieur tout le monde. Même le chef traditionnel, ce n'est pas monsieur tout le monde. Quand ils toussent, tout le monde s'enrhume. Et le chef de l'État, qu'on ne vous trompe pas, est-ce que vous savez que quand on prend un enfant de 15 ans qui était monsieur Tantampion, le jour où on l'intronise chef, il a déjà le totem, il a déjà les yeux, il n'est plus tout le monde. Le totem du Cameroun, c'est le lion. Hein? C'est-à-dire quand tu es président de la République, tu dois garder ce totem. Tu dois le contrôler. Ta femme va adorer ce totem. Tu n'es plus monsieur tout le monde. Revenons maintenant au cas. Ça, c'est ce que vous dites. Ça, c'est ce que vous dites. Je vous le dis parce que je viens de la chefferie et le chef gère la communauté le jour et la nuit. Il faut être mystique pour avoir un certain projet. Restons sur revient pour le cas et les CAM. Voilà. Et les CAM, d'après la loi, a raison. Et le CAM n'a pas de problème. Très bien. Mais le problème au Cameroun, c'est quoi? Il est incongru. Quelqu'un a 26 ans, il n'a pas achevé sa puberté, il va être président de la République, mon Dieu. L'autre a 31 ans, on a vu des veilles des pas mûres. C'est-à-dire, on a vu des canards, on a vu des cochons. J'ai vu quelqu'un, quand tu regardais physiquement, tu savais que celui-ci, il a faim, il a endetté. Mais vous dites que si je suis président de la République, change d'abord ta propre vie. Tu ne seras jamais président de la République. Les seuls candidats sérieux, en fait, d'après Bertrand, tu es un Cam, on a Maurice Kamto, il y a Kabal Libi, il y a Joshi Ochoa, il y a Matomba. En dehors de ces candidats, les restes là sont là pour amuser la galerie. Si Maurice Kamto n'est pas là, Kabal n'est pas là, Joshi Ochoa n'est pas là, Matomba n'est pas là, il n'y aura pas. Ça veut dire que l'élection, ça sera la rigolade, il n'y aura rien du tout. C'est la raison pour laquelle il faut permettre à ces gens-là, même ne serait-ce que pour nous faire rire, il faudrait bien que ces gens soient là, parce que les autres, c'est la rigolade. Maintenant, on aurait pu donner un peu de pouvoir à Elekam pour chuter. Moi, par exemple, à l'époque, on faisait par exemple le concours l'économie ou d'autres concours. Quand on arrivait, on faisait comme les dossiers, non? C'est-à-dire, au début, quand on regarde, on a demandé l'acte de naissance. Est-ce que tu as photocopié? Il y a une vérification, non? On ne doit pas permettre à tout le monde de déposer sa candidature parce qu'Elekam prend le fou. Quand on demande l'acte de naissance, on dit dans la fiche du concours avoir au plus 32 ans. Oui. Est-ce que celui qui reçoit les candidatures rejette ta candidature si... Non, il y a quand même le minimum qui vérifie. Avant qu'après, oui, c'est pas la suite qu'on peut dire que quand on a dit 32 ans avant le 1er janvier, tu étais déjà en masse, tu es hors circuit. C'est pour donner moins de boulot aux autres. On ne peut pas... Avec il y en a là qui vont... Sur 82 candidats, je peux vous garantir qu'il n'y aura même pas 12 qui vont compétir. On ne parle même pas des doubles candidats. Vous savez que l'UPC n'a pas concouru la dernière fois parce qu'il y avait plusieurs candidats. Aujourd'hui, l'UPC a plusieurs candidats, le RDPC a plusieurs candidats, le Manida a plusieurs candidats, le RDPC n'a pas plusieurs candidats. Non, plusieurs candidats. Non, alors maintenant, Elekam a raison d'après la loi, parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent, parce que les médias sont là pour informer, éduquer, divertir. Elekam a raison, mais en réalité, on aurait pu renforcer cette loi pour que Elekam puisse faire quand même des tris, pour qu'on n'arrive pas à cette poudrière, parce que l'image du pays a été ternie. Et moi, ça me choque. D'accord. Comme le monsieur Onala dit tout à l'heure. Vous regardez quelqu'un à la télévision, tout le monde voit comment il a faim. L'autre a même dit, je n'ai pas d'argent, mais l'État me donne de l'argent, mais c'est quelle comédie. Vous croyez que c'est n'importe qui doit être président? C'est pas évident. Très bien. Bernard Owena, Elekam et les candidatures déposées, y a-t-il un débat? Il me semble qu'il ne devrait pas avoir débat. Il ne devrait pas avoir débat parce que la problématique posée par Blériot ce matin m'amène à dire à nos téléspectateurs qu'en principe, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est-à-dire la direction générale de l'ECAM. La direction générale, parce que vous allez comprendre pourquoi je précise que la direction générale de l'ECAM reçoit les dossiers de candidature. Dès que cette direction a fini de recevoir ces dossiers de candidature, elle va donc transmettre le dossier au conseil électoral qui est une autre institution, lequel conseil électoral aussi, après son travail, va transmettre les dossiers au conseil constitutionnel. Donc quand il y a ces étapes, il y a quelque chose que je voulais dire quand même pour que tous les Camerounais qui nous écoutent, qui nous regardent, sachent que quand l'opposition propose qu'on revoie un peu, qu'on améliore le code électoral, ce n'est pas forcément parce que
l'opposition veut tout chambouler. Il y a des caciques, il y a des tueurs-ferreurs, des conservateurs au sein du RDPC qui ne veulent pas que cela évolue, que ça change. C'est dans cette optique qu'il faut donc revoir le code électoral pour qu'on mette des garde-fous qui permettent, on mette des tamis qui permettent que la candidature ne soit pas une théâtralisation. C'est-à-dire que la personne qui voudrait être candidat à la candidature, il doit avoir un minimum de conditions qui permettent que n'importe qui ne vienne pas s'amuser là en donnant du travail à la direction générale de l'ECAM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qu'on a vues là, 81 personnes au total, il y aura maximum 10 dossiers qui vont passer. Maximum. Parce que tous les dossiers là sont vides. Je ne parle même pas de la caution de 30 millions. Je dis même au niveau des papiers administratifs, même personnels, il y a des gens qui n'ont même pas d'extrait de casier judiciaire, il y a des gens qui n'ont même pas d'extrait d'acte de naissance. Et lorsque vous le dites alors, c'est ça ma préoccupation. Et on a bien compris ce que Blaireau a expliqué tout à l'heure. Oui. Mais est-ce que l'ECAM doit vraiment d'abord recevoir ces endroits? Non, le problème n'est pas le problème de l'ECAM. C'est ce que je voudrais. Quelqu'un vient, il n'a pas d'acte de naissance. Il n'a pas d'extrait de la loi. Il est question de changer, d'améliorer le code électoral pour qu'il y ait des conditions bien définies. Sauf que ça, c'est les problèmes mineurs du code électoral. L'ECAM fait ce qu'il doit faire. Et l'ECAM doit recevoir les dossiers, même s'ils sont bons, même s'ils sont vides, même s'ils sont bidons, même s'ils sont fantaisistes. Et l'ECAM reçoit d'abord ces... C'est-à-dire que si un même braqueur vient de... Oui, braquer dans les gens que c'est un travail par étapes. Donc, c'est un travail par étapes. Et la direction générale reçoit tous les dossiers. C'est le VRAC. Il prend tout le VRAC. Et puis, il va donc transmettre le VRAC au conseil électoral. Lequel conseil électoral va faire du tamis. Un tamis, donc, où on va ressortir ce qui mérite d'être transmis au conseil constitutionnel. Et à Blaireau, que répondez-vous à ces Camerounais et même à ces personnes qui sont d'autres nationalités qui ont été choquées par ce que beaucoup appellent maintenant la théâtralisation des candidatures au Cameroun? Oui, mais il faut leur dire simplement qu'elles, ces personnes, doivent connaître le processus électoral au Cameroun. Bernard Ouna s'est réajusté. Notre rôle, c'est de donner la bonne information. La direction générale des élections reçoit toutes les candidatures et n'a pas pour mission de les examiner. Sa mission n'est pas de les examiner. Et donc, un candidat ou un candidat à la candidature pourrait rester en justice la direction des élections si elle se permettait de le recaler à ce niveau-là. La prochaine étape, c'est parce qu'aujourd'hui, ça se vulgarise. On a eu des vrais tantampions candidats au Cameroun. Vous vous rappelez un certain Jean Djoga? Lui n'a pas été candidat il a été candidat. Jean Djoga qui, on lui dit que c'est comme si on vous met la pression dans votre parti politique. Il ne connaît pas ce que c'est que la pression. Il dit, on ne me met pas la pression, on me pousse. Donc, mais attends, on a eu des teintes. Même aux États-Unis, vous avez telle candidature. Il y a maintenant une deuxième étape. La deuxième étape, c'est donc la vérification de la conformité et de la norme. Très bien. Et elle va se faire dans les jours qui suivent. Vous verrez donc la liste. Et on va élaguer. Si quelqu'un fait ce qui n'est pas autorisé ou quelqu'un empêche de faire ce qui est permis, il est contre la loi. Donc on pouvait avoir 1000 candidatures, mais cela révèle autre chose, parfait, permettez-moi de le dire. Cela révèle quand même la banalisation que les Camerounais ont désormais de cette fonction. Et ce qui n'est pas c'est-à-dire, non, c'est bien, c'est-à-dire les Camerounais, je vous prends la tranche jeune. Le message qu'un jeune de 26 ans vous passe, il faut le comprendre de manière subliminale. Il vous dit que comme vous voulez même gâter ce pays, enlevez-nous vos affaires d'âge là. De 35 ans là. De 35 je viens. Voilà. Les gens s'expriment. Et de l'autre côté, par rapport au professeur Biolay, moi je ne vais pas dire comme Alain Dokel, mais on va quand même noter qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui tentent de se présenter. Pour l'instant, elles sont 9. Donc on dit la même chose différente. Alors, sur 89, sur 82. Bon, voilà. Nous, on veut encourager. Après cette étape, il y aura une étape beaucoup plus sérieuse. Même le professeur Biolay, elle est intelligente. Hein? Au moment de cette étape, je l'aurais voté. Hein?
Au moment de cette... Non, tu aurais voté comme tout. Au moment de tu joues arrêter comme ça. Au moment de cette étape décisive, Elekam va donc faire son travail. C'est compris. Parfait, ne sortons pas sans dire ça. C'est en lien avec cette dénonciation. J'ai vu un tabloïd titré en grande une aujourd'hui qu'en réalité, cette pléthore de candidatures là est dû au fait qu'il y a le cabinet civil qui a stimulé un certain nombre de velléités en ce sens, à pousser des candidatures. Ça, ce sont des informations du quartier. Bon, si on met ça en grande une des... Du quartier. Et voilà, il y a même Bernard qui dit des informations du sous-quartier. Ici, nous sommes sur un plateau sérieux. Alors, on prend donc quelques messages. Hein. Bonjour, Perfecto. Le délit de patronyme n'existe pas dans la législation camerounaise. Mais connaissez-vous les limites de la cooptation? C'est que l'exagération du pouvoir discrétionnaire au recrutement induit plus tard l'état désastreux de nos entités publiques comme les entreprises. Pour ce qui est des préfets hier, l'office Sadi a déjà mis 10 ans à ses promotionnaires issus de l'ENAM qui sont encore sous-préfets, pendant que lui, il est à son deuxième poste de préfet après avoir été au pas de charge, sous-préfet et secrétaire général des régions. C'est la bordélisation de la GRH de l'État. Un très fidèle téléspectateur de Yaoundé. Bordélisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Autre message, hein, président Paul Biya, 10 000 francs transfert d'argent pour les Camerounais. Je ne sais pas ce que vous dites là. Hein. Il me parle de visiter quel lien et ceci, cela. Bon, ils veulent profiter de l'audience de ce plateau. Mais bon, moi aussi j'ai mon tamis, hein, comme à Elekam. Donc je saute. Bonjour Info TV, les enfants des ministres nommés hier viennent dans leur maison où ils sont des fonctionnaires. Autre préoccupation, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour Monsieur Parfait ici et à votre panel. Le Cameroun, c'est juste un théâtre électoral. Un pays avec 80 candidatures, est-ce que c'est sérieux? Et raison pour laquelle Monsieur Paul Barthélemy Biya-Bimvondo sera toujours président et le mérite. Vive le Cameroun et vive le président Paul Barthélemy Biya-Bimvondo. Merci et bonne journée. Allons du côté du 212. Hein. Que dit le téléspectateur du 212? Malheureusement, le 212 a encore disparu. Alors, je récupère le 212. Il dit ceci. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait, le fridolin qui est de la modération. J'ai dit non. Et demain est notre jour préféré, le jeudi spiritualité. Tonton Adalbert, je sais que c'est toi qui choisis tes panélistes et dicte le ton sur Espace Miné, mais on préfère être sincère avec toi, boss. On aime beaucoup Tonton Rastakoué et Tantampion, mais les jeudis spiritualité, il dérage comme son chef traditionnel. Ajoutez à cela, pour une durée de 52 minutes de débat, 4 panélistes, voire 5 maximum, sont suffisants. Tonton. Espace Miné a 5 journées thématisées dans la semaine, parmi lesquelles le jeudi spiritualité, qui est comme la première femme d'un polygame. Elle occupe une place très particulière dans nos cœurs. Et comme par hasard, on a un polygame sur le plateau qui a 5 femmes. Drôle de coïncidence. Voici la sagesse du jour. Le sexe de la femme est sec, mais quand l'homme le touche, il devient humide. Conclusion, c'est l'homme qui rafraîchit la vie de la femme. Le sexe de l'homme est mou, mais quand la femme le touche, il devient dur. Conclusion, c'est la femme qui rend dur la vie de l'homme. À demain 10h. Quel proverbe. Fort, hein? Il faut lui dire que la femme a 12 orifices, la femme est plus puissante que l'homme. Autre message de ce matin, bonjour à vous Espace Miné, toujours dans l'optique de l'éducation des peuples. Je voudrais savoir s'il vous plaît, si au niveau de l'ECAM, les statuts du parti politique est une pièce du dossier à fournir pour candidater. Sinon, comment l'ECAM fera pour savoir que le RDPC n'a qu'un seul et unique candidat légitime? C'est Cédric Alobi depuis Issoas. Non, au niveau de la deuxième étape, au niveau de la direction générale, on dépose seulement. Bonjour Info TV, Espace Miné, la meilleure télévision au top 5 de cette catégorie. Un de vos panélistes en la personne de M. Tchonkam, doit éviter de traiter le Cameroun de pays en lambeaux. Je pense que si le Cameroun était en lambeaux, il n'allait pas être là. Espérons ce M. Tchonkam, nouveau président du MRC, il va bientôt habiller le Cameroun d'un costume traditionnel du MRC. C'est Jean Gelunga à Yaoundé.
C'est son avis. Bonjour à tous et bonne suite de l'émission. Il n'est pas interdit au fils du ponte du régime de briguer certains postes, c'est vrai. Tant que cela mérite, j'ai pas de problème. Mais la question que je me pose, combien de leurs promos ont des ascensions aussi fulgurantes? Autre message ce matin, allons au plus 49. Il s'agit là de l'Allemagne. Bonjour, parfait. Moi, c'est pas le fait d'avoir un fils dans les grands postes en étant ministre ou au cadre du gouvernement qui pose un problème, mais ce qui est mauvais, c'est d'avoir joué de ses relations pour mettre son fils à ce poste. Le véritable problème qui existe, c'est que la méritocratie n'est pas respectée au Cameroun. Espérons que le prochain président retire même les histoires d'équilibre régional et mette en avant la méritocratie. Pour revenir à la dénonciation, Elekam est dans son rôle. Le problème, c'est la médiatisation de tous les déposants de candidatures, surtout la médiatisation des comédiens. On les connaît tous. Cette médiatisation de ces comédiens cache ou salue le dépôt de candidature des vrais candidats. Question, est-ce que vous avez vu la voiture avec laquelle Célestin Jamel est arrivé à Elekam? Est-ce que ça reflète la valeur de la caution de 30 millions? Elekam, s'il te plaît, fais ton travail, car on en a marre. C'est signé Franck. Bonjour Monsieur Aïssi ainsi qu'à votre panel. Les préfets nommés ne sont que les enfants des membres du régime. Bravo à Monsieur Blériot, il est toujours franc. Que le disciple de Maurice Kamte sur le plateau l'avoue, c'est Monsieur Omba depuis Yaoundé. On repart du côté, pas qu'on repart, on part du côté du 222, c'est la Mauritanie. Bonjour parfait ici, le Atanganji de la modération et au Sam Severango de la consultation. Je dis non et non, plus jamais ça. Vraiment parfait. Je suis de plus en plus humilié ici à cause de ces candidatures. Voilà. Non, Là, attends la Mauritanie. la deuxième étape. Attends la deuxième étape. On le traite aussi là-bas comme un campion et un rastakoué. Allons au plus 63, il s'agit là des Philippines. Que dit le téléspectateur du côté des Philippines? Bonjour Info TV, très belle émission, je vous suis depuis les Philippines. Allons au plus 971, il s'agit des Émirats Arabes Unis. Bonjour parfait, ici la sagesse du jour de la modération. J'aimerais juste informer tonton Blériot que je suis dans son quartier actuellement, en Vorada. Merci pour la bonne information, la bonne humeur et la qualité de la télé que vous nous offrez au quotidien. Concernant la dénonciation, il est clair que Elekam ne fait qu'enregistrer les candidatures, dont la prochaine phase viendra, le jugement de ces candidatures. C'est Nyobe Guy qui envoie donc cette préoccupation. Cela signifie donc que M. Nyobe, vous êtes actuellement au Cameroun. Allons au 242, il s'agit du Congo-Brazzaville. Bonjour Perfecto, 237 est devenu une pièce de théâtre au monde. Vous êtes meilleur Info TV. Allons du côté du 241. Là, c'est le Gabon. Oh, espace miné, le monde entier connecté. Bonjour Info TV, bon retour à Monsieur Niemek, le pôle Biya d'Info TV, qui disparaît et réapparaît, mais est toujours présent le jour dit. Monsieur Aïssi, vos invités veulent brouiller le message, mais Elekam sera prêt le jour dit, Elekam ne faillira pas. À une époque, Ali Bongo avait mis l'âge légal de la magistrature suprême à 18 ans, et Oligui l'a ramené à 30 ans. Si on peut se présenter à 90 ans, pourquoi on ne peut pas se présenter à 20 ans? Les gens sont terribles. Allons au plus 90. Il s'agit là de la Turquie. Que dit le téléspectateur de la Turquie? Bonjour Info TV, très bonne émission. Monsieur Paulin, toujours percutant dans ses prises de parole. Bonne suite à vous. C'est Franck depuis Antalya. Ah, Antalya. Un grand joueur camerounais avait joué à Antalya. Turquie. Allons au plus 61. Bernardo, il s'agit de quel pays? Turquie. Non, Antalya. Je suis déjà au plus 61. Non, là, je ne connais pas le début. Il s'agit de l'Australie. Australie. Que dit le téléspectateur de l'Australie? Good evening. Ah, bon, c'est peut-être que là-bas, ils sont dans la nuit. Hein? C'est la nuit. I have been following you for the last 2 years. I really like what you are doing and it is very good for our education. Just... Bon, on continue. Juste salut et mes encouragements. C'est Lima depuis Canberra. Canberra, du côté de l'Australie. Alors, prenons 2 dernières préoccupations. Hein. Allons au plus 974. Il s'agit de quel pays là, Alain Doc? Non, je n'ai pas ton C'est l'école, hein? Dernière génération. Le Qatar. Le Qatar est connecté.
Que dit le téléspectateur du côté du Qatar? Bonjour le panel. Le véritable problème du pays, il faut détacher les NAM et l'envoyer quoi? Chaque branche dans les 10 régions du pays. J'espère que ça va résoudre le problème. Ouais, très bonne idée. Alors, décentraliser. nous prenons ce message, hein, le +1 240. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit des États-Unis. Que dit le téléspectateur des États-Unis? Bonjour monsieur Aïssi ainsi qu'à votre plateau. Ça fait bizarre, un mélange de candidatures sérieuses et celle des comédiens. Les Camerounais banalisent tout. On dirait les élections à la présidence de la FECAFOOT. Ça manque de sérieux ça. Ah bon? Même à la FECAFOOT, même à la FECAFOOT, il n'y avait pas autant de candidats. Plus de 80 candidatures, comme pour dire quoi? 82 idéologies. C'est signé Madiba Clément qui envoie ce message. Hein. Allons au +41. Il s'agit là de quel pays? Bertrand Tchenkam, le +41. Non, là, je sais pas. C'est la Suisse. Salut à toute la galaxie. J'aimerais suggérer à M. Niamek de documenter ses sagesses ou de les mettre sur son statut chaque jour après l'émission. Ainsi, un jour, s'il le souhaite, vraiment écrire un livre avec des petites explications pour les pérenniser. C'est Vilias de Fribourg qui envoie ces messages. Une touche pause s'impose. Sous le haut parrainage de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, la Fédération camerounaise de cyclisme en partenariat avec le complexe hôtelier, touristique, sportif et culturel Bagofit Sound City organise la course internationale VTT Chantal Biya, première édition. Au programme, du 10 au 15 août et du 25 au 30 août 2025, la grande campagne de santé gratuite au Soko Akiba Mama Chantal Biya au profit des populations des 4 départements et des 33 arrondissements de la région de l'Est. Pour toute information sur la campagne de santé, appelez les numéros suivants 6 76 30 27 23 6 95 18 45 04 6 99 95 07 77. Du 26 au 30 août 2025, foire, exposition économique et socio-culturelle. Le 29 août 2025, marche sportive et grande soirée culturelle. Et enfin, le 30 août 2025, course internationale VTT Chantal Biya. La course internationale VTT Chantal Biya est un événement exceptionnel qui réunit les participants nationaux et internationaux dans une ambiance unique. Infos et réservations 6 99 91 19 63. La course internationale VTT Chantal Biya, c'est la passion du VTT. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Au commerce, gestion, fais ton choix. Stéco t'ouvre les bons chemins. Stage, réseau, succès au bout des doigts. Viens bâtir ton destin dès maintenant. Sapeco, école de formation professionnelle. Chez nous, on trace l'avenir avec des formations solides pour réussir. Des profs chevronnés.
Formation de 2000 jeunes tchadiens en intelligence artificielle. Un pas décisif vers la vision du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Dans le cadre de la politique ambitieuse du président de la République du Tchad visant à faire du numérique un levier de développement, 2000 jeunes tchadiens de 15 à 35 ans, sans distinction de niveau scolaire, vont entamer une formation en intelligence artificielle. C'est une formation de 10 jours qui commence le 4 août 2025. Un total de 40 experts en intelligence artificielle sera mobilisé. Des certificats de participation et de compétences seront délivrés par la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC. En dotant la jeunesse de compétences de pointe, le Tchad s'engage résolument dans l'ère numérique, ouvre la voie à l'innovation locale et prépare une nouvelle génération d'acteurs du développement durable. Inscrivez-vous dès maintenant dans les 3 sites suivants: www.unescoshare/tic.org, www.enastic.td, www.adetic.td. La formation de 2000 jeunes tchadiens à l'intelligence artificielle est une initiative du ministère de l'économie numérique. La Banque mondiale, sponsor officiel. Titulaire du baccalauréat, BTS, HND, IDE, TPMS ou licence. Vous rêvez d'une carrière dans la santé? L'Institut supérieur des sciences et techniques appliquées à la santé, l'ISTAS, est la solution. Nous formons les professionnels de la santé, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, techniciens en analyse médicale, techniciens en pharmacie, génie sanitaire et optométristes. À l'ISTAS, votre succès est notre priorité, avec des stages garantis dans les meilleurs hôpitaux du Cameroun et à l'étranger. Des laboratoires ultra modernes. Possibilité de poursuivre vos études à l'international. Obtenez votre BTS, HND, licence professionnelle ou master. Des milliers de nos diplômés sont déjà bien insérés professionnellement. Pourquoi pas vous? Inscrivez-vous dès maintenant sur nos campus à Yaoundé, au Kansik Mendong, derrière le commissariat. Le nombre de places est limité. Appelez vite au 695 292 287 ou au 671 903 617. ISTAS, éthique, performance, avenir. Lema Kouma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Je me porte comme au Cameroun. Très content de te recevoir à nouveau sur ce plateau. Comme d'habitude, nous allons encore nous soucier de la santé de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Nous parlons encore de chlamydia. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Ce qu'il faut savoir, comme toujours, c'est que tout être humain a déjà le chlamydia et... Quand on commence à parler de chlamydia sur un être humain, c'est quand le taux il est élevé, ou bien quand on commence à ressentir les symptômes, ou bien quand on commence à avoir des complications. Peut-être chez l'homme qui n'a pas d'érection matinale, parce que tout homme qui se lève le matin est censé avoir une érection matinale. C'est pourquoi dans nos sociétés, on dit souvent que les problèmes de couple se règlent entre 3 heures et 5 heures du matin, parce que c'est où l'homme a plus l'oreille attentive aux problèmes du foyer. Et quand on parle d'un homme qui est attentif, c'est quand son érection est au répondant. Alors un homme qui va donc se lever un matin, 2 matins, 3 matins sans être en érection, ça commence à poser des problèmes à sa santé. Et je l'avais déjà dit ici plusieurs fois que la faiblesse sexuelle en elle-même n'est pas une maladie, c'est le symptôme d'une maladie, à savoir le chlamydia. Nous avons donc beaucoup de personnes là qui veulent être debout sans pour autant soigner ce qui a rendu d'abord leur sexe couché. Tu vois un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat de course, ils sont obligés de prendre dans des produits aphrodisiaques ou bien des produits excitants. À la longue, ça va dans les provoquer dans ce qu'on appelle l'impuissance sexuelle. L'impuissance sexuelle qui est ici une maladie à part entière. L'impuissance sexuelle, c'est quand
l'appareil génital, lui, il ne se lève plus. C'est-à-dire qu'on a Pas perdu. du tout. Oui, il se lève. C'est-à-dire le monsieur, il est endormi. Il est parti en fait. Il a voyagé. Il a voyagé. Alors là, ça devient maintenant une maladie à part entière. Mais la là, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as plus aucun pouvoir. Le bâton de commande. C'est déjà avec la faiblesse sexuelle, ton pouvoir est diminué de 50%. À plus forte raison. Quand il n'y a même rien. Quand il n'y a rien. Donc tu comprends que... Alors, pour des hommes qui sont justement donc impuissants, est-ce que le Makuma apporte une solution? Bien évidemment. C'est-à-dire que c'est mort totalement. C'est mort totalement. On apporte des solutions. C'est-à-dire que c'est mort. C'est-à-dire qu'il n'a plus... Il n'a complètement plus d'érection sur 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il n'a plus d'érection. Vous pouvez réveiller. On va réveiller cet appareil génital. Si on réussit à réveiller, à nettoyer et à réveiller... Après ce passage, je vais vous envoyer 5 personnes. Il n'y a pas de je peux compter sur vous. Ces 5 personnes vont revenir vers vous pour vous dire si elles sont satisfaites ou pas. Parce qu'il faudrait savoir que Plante de Vie ne fait pas de témoignages. Les témoignages que nous faisons sont des témoignages vivants. C'est-à-dire que comme tu es comme RC, et j'ai pas besoin de dire à toi que non, j'ai choisi X personne, Y personne. Ce que je peux faire facilement, c'est de prendre tu comme en charge. Une fois qu'il est guéri, maintenant, à même de te dire que parfois ici, vraiment, ce que le Makuma fait, c'est un peu besoin. C'est une figure de style que je Ce matin, nous parlons également du fameux produit Open Sex. Oh là là, vraiment ce produit qui continue d'apporter beaucoup de joie dans des couples, beaucoup de bien-être, de bonheur au sein des foyers, des couples qui étaient meurtris, des couples qui ne vivaient pas pleinement leur sexualité, du fait que le monsieur avait un petit appareil génital. Aujourd'hui, avec autorité et avec assurance et avec confiance, nous disons quoi, toutes les personnes là qui nous regardent en ce moment, que le produit Open Sex, c'est ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital chez les personnes là qui ont un petit appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Nous avons mis 3 formats sur le marché que je vais d'ailleurs présenter ici là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé à avoir le produit Open Sex en image. Voilà le produit Open Sex, comment ça se présente. Ici, nous avons le moyen format, ici nous avons le petit format, et ici nous avons le grand format. Donc voilà ça en fait. Donc on constate que c'est le même produit. C'est juste les quantités qui diffèrent. Ici là on a 125 milli, ici là on a 100 milli, et ici là on a 60 milli. Le petit format Open Sex, lui, il augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Le moyen format Open Sex augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le grand format, il augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Celui qui va prendre le grand format ou le moyen format, on va le remettre avec ceci. C'est pour boire dans 6 litres d'eau. Celui qui va prendre le petit format, on le met ceci avec ceci, c'est 3 litres d'eau. Alors n'hésitez pas à nous pourra appeler au numéro de téléphone pour avoir toutes ces précisions. Merci Lema. C'est moi qui te remercie encore pour faire ici de m'inviter. On se dit à très prochainement. Merci.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV. Nous sommes mercredi, il s'agit de mercredi diaspora. C'est l'instant de l'analyse, la dernière ligne droite. Ce matin, nous nous posons la question de savoir s'il faut absolument partir du pays, sortir du Cameroun. Est-ce la solution? Je commence par Bernard Owona. Bernard Owona, de manière régulière, nous causons avec des Camerounais ici au pays et surtout des jeunes qui vous disent leur ambition c'est de partir à tout prix et à tous les prix. Est-ce la solution? Ce n'est pas forcément la solution, partir pour partir, mais je pense que les uns et les autres ont leurs raisons qui leur sont personnelles. Pourquoi ils veulent partir? Pourquoi? Il y a plus souvent les raisons liées à la qualité de la vie. La vie qu'on mène dans son pays d'origine et la vie qui est menée dans le pays d'accueil où le compatriote voudrait aller s'installer. Donc il y a ce problème de qualité de vie, il y a donc les raisons d'opportunité de travail. Il y a des gens qui veulent voyager parce qu'au Cameroun, il n'y a pas moyen de s'insérer dans le monde du travail. Et il y a des raisons liées à la sécurité. Quand vous êtes dans un pays ou dans d'autres régions comme dans l'extrême nord ou à l'est, ou même dans le Nozo, il y a vraiment les armes qui crépitent au quotidien. Quelqu'un peut justifier son départ du pays pour aller chercher à s'installer dans un pays beaucoup plus calme, beaucoup plus pacifique, où il peut trouver un épanouissement. Donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent amener les uns les autres à vouloir partir. Mais en fait, est-ce qu'on doit véritablement partir? Parfait, ici on ne peut pas partir, par exemple du Cameroun, quand tout va bien. Si on est au Cameroun, on a des difficultés pour avoir de l'énergie. Vous avez vu qu'en pleine émission, on a coupé l'électricité. C'est pour me punir. Donc, si vous êtes dans un pays où la qualité de télécommunication est tout à fait ça laisse à désirer, c'est exécrable. Si on est dans un pays où les routes, je dois quand même avouer qu'aujourd'hui à Yaoundé, je tire un coup de chapeau à ceux qui ont décidé de faire du pansement routier à Yaoundé. C'est parce qu'il y aura un événement en octobre, c'est parce qu'il y a élection, c'est parce qu'il y a élection. Donc ce sont les routes de l'élection. Oui, ça dose quand même là, nous circulons un peu mieux ces derniers jours. Si vous voyez à la semaine... Si on pouvait avoir l'élection, est-ce que nous demandons même grand chose à ceux qui gèrent ce pays? Donc c'était possible. C'est même pour ça qu'il y a eu beaucoup de candidatures. Attends un peu, Bernard Owona. Oui, donc on pouvait façonner les routes en éclairé. C'est possible tous les jours. Donc les gens là ne veulent pas seulement il y a les moyens qui sont là pour ça, mais malheureusement, ces moyens sont détournés, sont orientés à d'autres. Donc, comme on a donc refait les routes de Yaoundé là, on va encore attendre 2032. Quand les Blérés seront candidats. Donc, quand vous n'avez pas de route, parfait ici, je peux terminer, quand vous n'avez pas de route, vraiment, comment est-ce que vous pouvez penser que les gens vont vivre dans une société pareille? Donc les gens sont amenés à penser qu'il faut aller voir mieux. Il faut l'Eldorado, c'est là-bas, c'est ailleurs. Alors que les moyens, les richesses dont dispose notre pays devraient mettre des Camerounais, des millions de Camerounais à l'abri, de façon à ce qu'ils n'aient pas envie de vouloir partir pour partir. Merci. Bertrand Tchenkam, partir du Cameroun, notre pays, est-ce la solution? Oui, ça pourrait être la solution. Il faut déjà aller au niveau des ambassades. Les Camerounais veulent partir à tout prix et à tous les prix. Pourquoi est-ce que les Camerounais veulent partir? Partir, c'est pas mauvais. Je suis de ceux qui pensent que voyager, même si c'est une autre école, parce que celui qui a voyagé avec le BEPC est le même pied d'égalité que toi qui as eu le doctorat. Parce que de l'autre côté, on apprend. Voyager, c'est pas mauvais. On voyage parce que les raisons sont diverses. On ne voyage pas par fantaisie. On voyage parce qu'on a envie de découvrir, pour des raisons. Il y en a qui ont voyagé pour des raisons scolaires. D'aucuns ont voyagé pour des raisons politiques, d'aucuns ont voyagé pour des raisons sociales, d'aucuns sont allés pour des raisons économiques, d'autres sont allés comme des exilés. Pourquoi est-ce que les Camerounais voyagent? Déjà, il faut savoir qu'au niveau de la diaspora, c'est-à-dire ceux-là qui sont quittés leur pays pour des raisons dont j'ai été de disance tout à l'heure, il y a 100 000 Camerounais qui vivent en France. 100 000 Camerounais qui sont en France, 20 000 en Belgique, 15 000 en Allemagne, 15 000 au Luxembourg. Je prendrai par exemple des cas qui sont légion. Pourquoi est-ce qu'un étudiant de Polytechnique ne devrait pas quitter Yaoundé pour aller en Europe? Alors il sort de Polytechnique, il est ingénieur. Vous prenez les Chinois. Pour peindre les maisons à Yaoundé, on fait recours aux Chinois.
Pour construire les routes, on prend les sociétés françaises et les sociétés, on va jusqu'à prendre les sociétés marocaines, comme pour dire que l'expertise camerounaise, ça ne sert à rien du tout. Alors le Camerounais qui est là, il va se sentir frustré, il va se dire, je suis allé faire j'ai fait des hautes études, pourquoi? Je préfère aller de l'autre côté. On a la phobie de l'occidental. C'est-à-dire celui qui a fait les études à la Sorbonne, il est mieux considéré que toi qui étais ici à l'université Yaoundé 1. Oui. Alors, on est obligé d'aller voir ailleurs. Est-ce que vous savez qu'il y a tellement de médecins camerounais en France que parfois nous cherchons des spécialistes ici en point fini? Pourquoi est-ce qu'ils sont en France? Parce que le médecin camerounais est l'un des plus pauvres sur la planète Terre. Il est incongru que quelqu'un qui a le CEP, qui décide de faire l'armée parce qu'il est adjudant-chef-major, qui se retrouve là peut-être avec 400 000 au mois. Je ne connais pas combien il gagne, mais je crois que ça peut être l'adjudant-chef-major. Un adjudant-chef-major, il est dans les 500 000. 500 000 francs le mois. Mais le médecin qui sort de l'école, il a combien? Il a peut-être la moitié du salaire. Il a fait autant d'efforts que lui, je ne sais pas. Mais c'est ça qui peut créer des frustrations au point où on va se retrouver avec les médecins camerounais au Tchad, en France, à Belgique. Entre-temps, quand même aussi, hein, adjudant-chef-major, tu es pratiquement dans les 25 ans de service. Hein. Ça ne dérange pas, mais tu as quand même le temps de rembourser tes dettes parce que le médecin... effectivement, tu as renforcé tes capacités tout au long de ce parcours qui est émaillé de beaucoup de formations internes. Il fallait comparer, donc, en fin de carrière, le médecin n'a pas 250 000. Voilà. Il a beaucoup d'argent. Ça devient un peu difficile pour le médecin. Défendez chaque corps sans le comparer aux autres, moi je pense. Non, je ne compare pas les corps, je prends juste des cas qui sont légion et des individus qui sont de l'autre côté. On prend une infirmière au Cameroun, elle gagne combien? On ne recrute même pas dans ce corps de métier. On recrute ailleurs, mais on ne recrute pas des individus. Est-ce que vous savez qu'au Canada actuellement, à Montréal, il y a tellement de Camerounais qu'on a sorti une loi pour dire non, vraiment, revoyez votre copie. Les Camerounais, les Ivoiriens, je crois les Marocains, on a dit non. Il y a tellement d'auxiliaires de vie à Montréal. Parce que les infirmières camerounaises ne sont pas recrutées, elles sont obligées de faire la formation d'auxiliaire de vie pour aller de l'autre côté. Donc les Camerounais voyagent pour des raisons de chômage, pour des raisons parfois de fiscalité. Je prends par exemple le cas de Dampoulou. Pourquoi est-ce qu'en Afrique du Sud, il a des problèmes? Il s'est lancé par exemple dans l'immobilier. Est-ce que l'environnement social au Cameroun lui permettait d'investir en toute sérénité? Je ne pense pas. Fokou Faubert est le deuxième employeur après l'État gabonais. 17 000 personnes, 17 000 employés au Gabon. Donc les Camerounais ne voyagent pas par fantaisie. On peut regretter ceux-là qui prennent des pirogues de fortune pour aller en Europe, parce que c'est Eldorado. Mais c'est un message. Ils voyagent pourquoi? Si dans ton monde pays, tu apprends que quelqu'un est ministre, chef du village, chef traditionnel, chef de premier degré, président d'association, il a 20 postes, et en plus de ça, on lui a encore donné un autre ministère cadeau. C'est-à-dire qu'il a 2 ministères, lui seul. C'est-à-dire un ministre qui a 2 ministères, sans compter les associations qui gèrent. Ceux qui ont les compétences. En Allemagne, est-ce que vous savez que la forte communauté camerounaise en Allemagne, la diaspora camerounaise, il y a tellement d'intellectuels de l'autre côté que parfois les gars ont envie de rentrer ici. On dit, dans votre pays, ou même pour construire la route, le Magini, on ne fait plus confiance au Magini, alors que le Magini goudronne la route, mais on peut faire les Français, les Anglais, les Arabes. Ça veut dire qu'il y a un problème de patriotisme. Voyager n'est pas une mauvaise chose. Parce que moi-même, quand tu es un cam, si aujourd'hui, parce que j'ai un laboratoire chez moi, si je n'avais pas été recyclé par les Français, les Canadiens, si je n'avais pas fait recours aux autres, je vous assure que je ne serais pas. Parce que dans son pays, il faut remarquer que ceux qui sortent de l'autre côté rentrent avec l'expertise. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Je suis plutôt contre ceux qui voyagent et restent de l'autre côté, ternissent l'image du pays, sabotent le pays. Il faut rentrer ici. Et aussi pour rentrer ici, il ne faut pas leur en vouloir parce qu'il y a la double nationalité. Ça crée aussi un problème. Parce qu'il y a la double nationalité. Quand tu arrives au Cameroun, on dit que ton permis de séjour, tu es français. Tu ne peux plus prêter l'argent à la banque parce que tu es français. Tu ne peux plus. Il faut même qu'on revoie même ce problème de double nationalité parce que voyager n'est pas une mauvaise chose, mais qu'on crée les conditions de retour. Parce que le Mali aujourd'hui vit grâce à la diaspora. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, c'est 25% du PIB. Pierre Blériot, Niamek, nous avons malheureusement aussi des cas où des personnes sont parties du Cameroun en se disant il faut absolument partir. Au Cameroun, on a plus un certain nombre de facilités, tout est coincé, tous les dés sont pipés. Mais une fois en Europe, je ne sais pas moi où, ce n'est pas toujours évident et parfois même on regrette. Alors moi je vais répondre en philosophe. Nous nous considérons le globe comme un espace de circulation. L'humanité est présente partout dans le monde. Pendant que d'autres dressent des barrières, nous devons faire des ponts. Les gens se plaignent des Camerounais qui quittent le Cameroun. Mais on se plaint des Africains et autres Camerounais qui vont ailleurs. Là où quelquefois ils ne sont pas attendus. C'est-à-dire que dans le même monde qui est le nôtre,
il y a des gens qui ne sont pas attendus à certains endroits du monde. Vous savez, quand on a commencé à créer ces choses que vous avez aujourd'hui, les passeports, les visas et autres, par le passé, ce n'était pas comme ça, non? Le monde chez nous doit devenir ce qu'il a été par le passé, un vaste espace de circulation. Les gens doivent circuler. Moi, je veux que les Chinois viennent ici. Que les Camerounais aillent partout dans le monde. Que les Camerounais aillent aussi en Chine. En Chine. Mais pour qu'un Camerounais aille en Chine, c'est pas évident. Hein? Non, c'est évident. Non, Bertrand. Disons que dans la coopération dite internationale, il y a des pays qui sont regardés comme des pays mineurs, défavorisés. Est-ce qu'on peut faire les affaires ça là? Leurs populations sont stigmatisées. Vous devez justifier jusqu'à votre humanité pour entrer dans un pays. C'est-à-dire que là où on laisse passer un chien, l'animal, il y a certains humains qu'on scrute. C'est que non, le chien il passe, lui on est sûr, mais vous passez. Non, l'humanité. Toi tu peux être plus dangereux que le chien. Voilà. Alors, mais c'est parce que nous avons développé une mauvaise image de l'humanité. Moi, je n'ai pas ce problème. Maintenant, le cas spécifique, parce que quand vous posez le problème de la diaspora, c'est qu'on a l'impression que les Camerounais quittent le Cameroun comme un rat quitte son terrier lorsqu'on met le feu. C'est-à-dire que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on voit des gens emprunter des routes désert. Voilà. Ils meurent là-bas en grand nombre. Il y en a, j'ai dans ma propre famille quelqu'un qui nous écrit depuis des semaines. Il dit qu'on lui envoie de l'argent. Bon, je me demande, l'argent, c'est pour continuer ou pour revenir? Il est déjà en enfer. Il est totalement coincé. Une autre fille qui nous a écrit qu'elle a été violée autant de fois, des images atroces. Alors, vous envoyez même l'argent à qui? Dans quelles conditions? Là, il y a un problème. Il faut que la gouvernance prenne conscience de ce qui se passe. Merci Blériot. Alain Douk, Blériot a essayé un peu de prendre cet aspect de la question. Nous avons eu des images, hein, ceux qui prennent le désert. Ils sont nombreux qui crèvent. Et on fouille simplement, là peut-être 30 cm, on te balance. À un moment donné, même Alain Douk, on n'a même plus la force de creuser même à 30 cm pour te balancer. On te laisse à la merci des oiseaux et que sais-je encore. Et des serpents. Et il y en a qui crèvent au niveau de la mer. Mais malgré tout ce que nous énumérons là, vous avez quand même une catégorie, Alain Douk, de Camerounais, notamment des jeunes qui vont vous dire, perfecto, je pars d'abord. Oui, je pars quand même. Ça veut dire que sa vie, il juge que sa vie est bradée. Sa vie, elle ne sert à rien. Il se considère comme déjà mort s'il venait à rester. Donc autant prendre le risque de partir avec une infime probabilité que d'aventure, s'il venait à réussir, il ferait sa résurrection. Parce que s'il reste, c'est la mort. Donc ça ne change rien. Je suis déjà mort de toute façon. Donc il faut foncer. Ça change rien. C'est un langage extrémiste. Oui, c'est extrémiste, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Prendre autant de risques traduit cette réalité. Je vais m'occuper un tout petit peu de l'aspect sémantique et sémiotique de ce titre, de ce sujet. Partir du pays, est-ce la solution? Parce que le choix de l'article défini là traduit ici une espèce de panacée, une exclusivité. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est la panacée, sortir? Vous comprendrez que ça m'aurait arrangé. L'article plutôt indéfini, une solution. Oui, et là tout le monde est d'accord, même l'État. Parce qu'il y a des migrations de nos personnels. Chaque année, dans tous les corps de métier, l'État envoie des gens dans des stages de perfectionnement à l'étranger, se former en ci, en ça, s'ouvrir au monde, voir ce que le monde a à nous apporter dans tel ou tel domaine, etc. Nous avons des migrations volontaires pour aller acquérir le savoir. Nous, on appelle ça des migrations. Là-bas, ils prennent l'avion, voilà, Air etc. France, Éthiopien, c'est correct. Le monde est un marché du donner et du recevoir. On a à donner au monde, ils ont à nous apporter. On doit avoir ces flux, hein, ces flux bidirectionnels. On donne, ils nous offrent. C'est normal. Maintenant, qu'est-ce qui fait problème? C'est ce que tu as décrit parfait. C'est-à-dire que nous sommes là, Blériot l'a un tout petit peu dépeint tout à l'heure, c'est-à-dire que
on ne va pas de gaieté de cœur finalement. C'est-à-dire que vous savez, l'homme, il a été démontré que nous aimons la zone de sécurité et de confort. Et la plupart du temps, c'est chez nous qui nous confère le plus de confort et de sécurité. C'est la zone qu'on maîtrise. Parce que là, on n'est jamais mieux que chez soi. On n'est jamais mieux que ce soit. Quand on sort, on va vers l'inconnu. Il y a trop de risques, Mon père me dit trop de périls, trop de dangers. L'exil est amer. Voilà, c'est amer. Alors, chez nous, on n'arrive pas finalement à rester. Pourquoi? Parce que l'environnement ne le permet pas. Vous êtes dans un pays exsangue, où on a l'impression que la norme s'est évadée. C'est la norme, c'est-à-dire que c'est l'anomalie qui est finalement... Bon, entre-temps, Alain Ndouk, lorsque vous parlez de cette manière, on a l'impression que ceux qui sont restés au pays, personne n'a réussi, hein? Personne n'a eu une petite place. Quand nous débattons sur ce genre de sujet, toi et moi, nous sommes restés. Justement, nous parlons des tendances, nous parlons des trends, nous parlons des propensions. Nous sommes donc combien dans le cas d'espèce à avoir réussi? Prenons les chiffres. Moi, je ne dirais pas d'avoir réussi, mais notamment bout de pain. Réussi, c'est-à-dire à avoir réussi à s'insérer quelque part, à ne pas être ridicule. Hein? Si c'est encore même le mot qui convient, je ne sais pas. Mais jamais on vous dit TV5, France 24. Prenons les chiffres, Bertrand. Prenons les chiffres. Pourquoi les gars s'en vont et ils prennent tous les risques? Vous êtes dans une cité telle que Yaoundé, et on vous dit qu'ici, d'après les statistiques, le taux de sous-emploi, c'est au-delà de 70%. Est-ce que c'est réduisant? Le taux de chômage culmine, d'après même les statistiques de l'Institut national de la statistique, on dit que c'est plus fort dans les zones urbaines. On est au-delà de 46%. Quand vous allez dans l'arrière-pays, on vous dit, ben ici, ce n'est pas la vie. C'est-à-dire qu'on devrait même dynamiser la vie parce que vraiment, vivre dans la nature et tout, avec tout le potentiel que nous avons, dynamiser la vie là-bas, offrir les opportunités, c'est plutôt l'exode rural qui se fait. On va quitter l'arrière-pays pour venir dans les agglomérations, les grandes métropoles. Or là-bas, les opportunités sont totalement bloquées. Donc, on est là, vous regardez, est-ce qu'il y a les infrastructures qui permettent véritablement une vie décente? Vous êtes dans une capitale comme celle-ci, vous savez qu'il y a des inondations, et il y a des gens qui sont plutôt mal lotis, mal logés, et quand ça, par exemple, en saison de pluie, nous y sommes, hein, parce que dès qu'on va sortir de jeu, ça va reprendre de plus belle, vous allez voir des choses invivables à Yaoundé. Vous allez voir comment, dans les bas-fonds, l'eau, arrive là-bas, il va inonder certaines habitations dans certains quartiers avec tous les risques de maladies hydriques. Voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire que les conditions sont tellement délétères que lorsque les gars trouvent une opportunité, il va vous dire que même si c'est par la route, lui va préférer sortir et affronter les périls qui vont se présenter sur son chemin. Autant ne pas rester. Merci Alain Ndouk. Pour Alain Ndouk, il faut partir. Alors, je vous amène tout d'abord au plus sect, c'est la Russie. Bonjour à tous, le problème est simple, nous mourrons de faim et de soif au pays. C'est Théo de Saint-Pétersbourg qui envoie ce message. Autre préoccupation, bonjour Perfecto, désolé, mais la publicité... Bon, si vous avez de plus en plus d'informations, essayez de m'appeler en off pour me donner tous ces éléments, parce que comme ça, en direct, je ne peux pas lire votre message. Parce que je n'ai aucun élément que vous-même vous êtes en train de dire la vérité. Alors, allons au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour, monsieur Aïssi. L'être humain est un être toujours à la recherche de son épanouissement. Partir à la recherche de cet épanouissement ne devrait pas se faire à tous les prix. Pourquoi ne pas investir cette énergie pour être acteur du changement que d'aller perdre sa vie au Sahara ou en Méditerranée? C'est Mandeng Eyum. Oui, Mandeng Eyum, vous êtes en Allemagne, hein? Il faut le préciser. Vous êtes en Allemagne. Il n'a pas tort, hein? C'est pas que ceux qui sont... Pourquoi vous n'avez pas investi votre énergie ici? Alors, allons au plus 33, c'est la France. Bonjour, parfait, ici à votre panel. C'est une thématique très importante. Mais pour moi, partir du pays, c'est s'offrir d'autres horizons et peut-être une réussite ailleurs. On est sans ignorer qu'au pays, parfois même, après avoir fait de longues études, on peut se retrouver à être bensikiner au Bayam Salam. Alors qu'ailleurs, et plus précisément en France, on peut arriver sans diplôme et devenir ingénieur. Au cadre de santé, s'il y a la volonté et un peu d'intelligence, c'est Genjini depuis Paris et qui envoie ce message.
On paye nous les chômeurs. Bonjour, j'aimerais avoir les contacts du promoteur de l'EMASEX. Non, c'est pas l'EMASEX, c'est OpenSex. Appelez après l'émission. Hein, et... Le Cameroun est un pays qui possède tout. C'est un pays en miniature. C'est la mauvaise gouvernance qui contraint les jeunes à aller faire valoir leurs compétences ailleurs. En plus, ils y vont plus valorisés que dans leur pays. Autre message rapidement, nous prenons celui-ci. Bonjour monsieur Aïssi, à votre prestigieux panel. Parti du Cameroun n'a jamais été la solution d'un lendemain meilleur. J'ai l'exemple typique d'un ami indien qui vit au Cameroun et qui dit avoir tout eu, même les choses les plus incroyables. Ismaël depuis Etoudi, Yaoundé premier. Bonjour perfecto, le Clément à Tangana, irrecevable du micro. Il me dit, un adjudant chef-major n'a pas 500 000 de salaire. C'est bien moins que ça. Roga de la capitale. Roga, moi je ne vais pas tomber dans une discussion avec vous, hein, mais je suis dans une famille d'hommes en tenue, je sais de quoi je parle. D'autres même un peu plus. Alors, un autre message très rapidement. Un bonjour chaleureux à vous sur le plateau d'Espace Miné. Vous êtes tous élégants en ce matin. On dirait un cartel de sapologues en plein meeting. Partir du pays est une solution comme tout autre. Tout dépend de ce que nous portons dans notre besace psychosomatique. Mais je dirais que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Le Cameroun, quoique réduit à des connotations dérisoires, de par son directoire gouvernemental de 43 ans, est une terre d'opportunités. J'ai pu vous dire avec une intonation autoritaire que notre pays a urgemment besoin du changement. Et le 12 octobre prochain donne l'occasion au peuple camerounais de matérialiser cet état de choses. Bon, Luc le paysan dans l'âme depuis Kribi, est-ce que c'est la problématique? Toi, tu avais ton agenda caché. Mais il y en a aussi qui quittent le Cameroun parce que le pays est mal géré, hein, il faut le savoir. Voilà également Bertrand Tchonkam qui a son agenda caché. Un autre message, bonjour à tout le monde, je suis ingénieur en Allemagne, oui c'est un message qui nous vient du plus 49, dans le secteur ferroviaire, j'allais travailler comment au Cameroun? À Camaraï, je suis l'office de qui? Je devais donner mon organe qui me permet d'aller... Oh là. Bon, je saute la partie là. Bref, parfait. Dis-moi, qu'est-ce qui marche au Cameroun? Dans quel domaine au Cameroun peut-on dire qu'on peut être fier? Monsieur Nyemek, qui connaît Edea comme moi, peut vous dire comment la route Edea à Kribi était avant l'arrivée de la première. Savez-vous à quelle vitesse cette route a été arrangée? Il a suffi qu'un ministre parle pour faire un semblant de route. Un pays où le juge dit non, coûte plus cher que la bière. Magnan, rien ne marche parfait. Les gens réussissent au Cameroun, certes, mais la tendance est à quel niveau? Quelqu'un avait dit, si on pouvait tous quitter le Cameroun, car ce pays a besoin d'être seul pour mieux réfléchir. C'est Francky le cœur. Bernard Owena, vous êtes d'accord avec ce téléspectateur? Je pense que c'est son avis. Je pense que c'est son avis. Le Cameroun a besoin de rester tout seul pour réfléchir. Le Cameroun n'a pas besoin de rester tout seul. Nous sommes là, nous réfléchissons avec le Cameroun. Mais il faut avouer que c'est difficile. Parce qu'il m'arrive moi-même des moments quand je me réveille à 3 h du matin, je me pose un tas de questions. Sans réponse. Sans aucune réponse sur la main. Mais c'est plus difficile pour la nouvelle génération parce que nous, on est déjà à un certain âge. Ceux qui ont 30 ans, 25 ans aujourd'hui, ils ont le droit de rêver. Donc ils vont réfléchir et finalement ce qui s'offre à eux c'est parfois le voyage. Merci. Hein. Quelqu'un me dit ici, et c'est un message du plus 33, c'est la France. Bonjour parfait et à ton panel. Pourquoi la jeunesse ne partirait pas à tout prix, à tous les prix? Jetez un regard sur les nominations préfectorales d'hier et attardez-vous sur certains patronymes. Cela n'a aucune raison de partir. Il faut partir, mais en ayant la maîtrise d'un métier, dans la perspective de le perfectionner, et donc ça augmente les chances de ne plus revenir. Si on recense les forces vives qui ont quitté ces pays et qui brillent ailleurs, on se rendra compte que nous devons mettre le curseur à 50 ans pour aggraver le mal. Bonne journée à vous. Bertrand Tchonkam, est-ce qu'il y a quand même quelques indices ou alors un espoir? Il y a un espoir. Il y a un espoir dans ce pays. L'espoir qu'on aura dans ce pays, ça sera après ce régime.
Si on garde le régime du renouveau, la seule certitude pour le Cameroun, ça sera l'incertitude. Vous avez été à l'extérieur, non? Je crois que nous tous ici, nous avons voyagé. Mais nous sommes revenus. On aime notre pays. Il faudrait que le régime du renouveau, on ne parle plus à ce régime parce que ça sera pour les prochains qui viendront gérer le pays. Tordons le cou à la loi de 1966 qui est moyenâgeuse, qui est caduque. La loi sur la double nationalité. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont bougrement riches, à l'extérieur, qui ont l'expertise. Mais ne peuvent pas venir au Cameroun parce que pour venir dans ton propre pays, on te demande encore la carte de séjour. C'est-à-dire tu es Camerounais, tu es quitté pour des raisons à une autre, tu es allé de l'autre côté, tu as l'expertise, tu es français, tu fais des... Est-ce que vous savez qu'en France, il y a un préfet qui est Camerounais? C'est-à-dire il y a les Camerounais tellement intelligents, des meilleurs médecins sont de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'ils ne reviennent pas au Cameroun? Qui sont maires. Pourquoi vous pensez que le médecin que nous traitons ici comme la racaille et l'autre parce qu'il porte là, il est bien payé, pas pour dire qu'il y a une comparaison, mais pour vous dire qu'un pays sérieux, c'est d'abord l'éducation. Les anciens Camerounais gagnent combien? Celle chez qui m'a souvent laissé ma fille, on me dit qu'elle gagne 50 000 francs. Elle est obligée parfois de vendre les caramels pour s'en sortir. Tu la vois à 6 h le matin, elle a la faim. Comment vous pouvez évaluer quelqu'un qui a faim dans un pays, une ville comme Yaoundé, où une enseignante a 50 000 francs CFA? Ceux qui ont été contractés, il n'y a plus de garçons, il n'y a plus d'hommes dans ce corps de métier. Au Sénégal, on ne joue pas avec l'éducation. Il y a l'éducation, il y a la santé. Une infirmière qui n'a rien, elle va voler les antirétroviraux. Elle va entendre qu'au Canada, on parle des oxydaires de vie, elle va y aller. Pour dire que quoi? Le poisson pourrit par la tête. C'est la raison pour laquelle il faut lire l'œuvre d'Aimé Césaire, la tragédie du roi Christophe. Si nous gardons l'actuel régime qui a brillé par sa cécité intellectuelle, qui a passé son temps à réagir au lieu d'agir, je vous assure qu'on n'aura rien du tout. Allez un peu dans les ambassades. Allez un peu à l'aéroport de Zimbabwe. Les Camerounais sont en train de fuir le pays comme s'ils étaient en danger. Si vous ne faites pas attention, je vous assure, on va s'éviter. Mais disons quand même qu'il n'y a pas de danger au Cameroun. Il n'y a pas de danger, mais le plus grand danger dans ce pays, c'est la famine. Un pays, quelle que soit l'armée que vous avez, si vous avez on a compris Bertrand Pincam. La famine est le plus grand danger. On a compris que... La Révolution française a commencé par quoi? Parce que le pauvre n'arrivait pas à manger le pain. Un jour, on a tendu le cou du roi pour dire... Boaloting nous avait dit qu'il bagarre tous les jours hein, pour gagner le procès contre la faim. Merci à Alain Tour, merci à Bernardo, merci à Pierre Blériot, merci à Bertrand Tchouinkam. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22 h 30. Une question avec tout ceci.